Ce monde est abondant en mana, mais à moins d'être un ancien dragon, on ne peut pas manipuler le mana brut directement. C'est pourquoi chaque mage a besoin d'un filtre appelé un cercle de cœur de mana. Il faut généralement des mois de pratique pour le créer, même pour les adultes. Mais ce n'est pas le cas de notre garçon Dale. Alors que son professeur Elf lui explique le processus et lui conseille de ne pas se précipiter. Il l'a déjà fait. Elle est choquée quand il lui montre qu'il l'a vraiment formé. Elle n'arrive tout simplement pas à comprendre comment ce petit garçon de 8 ans qui vient de commencer son entraînement réussit à former son cercle en quelques minutes. Mais former un cercle de cœur n'est que la première étape. Le plus difficile est d'apprendre à libérer le mana que l'on a accumulé. Et c'est là que Dale montre qu'il est un vrai prodige. Dès son tout premier essai, il lance un éclair de glace si puissant qu'il pulvérise un arbre immense en un instant. Cela choque son professeur au plus profond d'elle-même. S'il fait des choses pareilles, avec de la magie de base, que fera-t-il quand ils commenceront à apprendre la magie noire et la nécromancie? Mais avant cela, découvrons pourquoi Dale est un tel génie. Hanzung est le commandant en chef d'une terre qui a été envahie par des monstres mangeurs de chair. Au milieu de la guerre, un portail magique s'est ouvert et l'a entraîné dans un autre monde. Les mages de ce monde l'ont acclamé comme le héros d'un autre monde, celui qui sauvera leur empire du roi démon. Hansung voulait rentrer chez lui, mais ils l'ont torturé et asservi avec un sort. Il a passé les 10 années suivantes de sa vie à massacrer et tuer pour le bien de l'Empire, juste pour qu'il puisse un jour obtenir sa liberté. Finalement, il a vaincu le roi démon, mais l'Empire ne l'a jamais laissé partir. Même après sa victoire, ils lui ont confié une dernière mission, tuer le chevalier radieux Sir Badel. Hansung était comme un chien pour les complots de l'Empire et ne pouvait désobéir à leurs ordres à cause du sort. Finalement, il a combattu et tué Sir Badel. Mais dans un retournement de situation inattendu, une lame s'est enfoncée dans le dos de Hansung. Il avait passé des années de sa vie à être torturé pour servir un empire qui l'a tué à la fin. Le comte Brandenburg a traité le héros d'un autre monde comme un chien de chasse jetable. Le héros a connu une fin tragique et a juré de ne jamais oublier l'humiliation qu'il a endurée. La même nuit, son esprit s'est transféré dans un autre corps. Dame Helena a accueilli cet enfant dans leur monde. Le père du garçon n'était autre que le plus grand nécromancien du continent, le duc saxon. Avant sa mort, Hanzung avait volé une pierre de réincarnation. C'était le seul moyen de se libérer du sort d'asservissement, mais il ne s'attendait même pas à naître dans la noblesse. Le gaz était prêt à vivre une vie facile de plaisir, juste pour comploter le plan ultime visant à massacrer ceux qui lui ont fait du tort. Le duc saxon a remarqué le comportement étrange du garçon. L'enfant n'a pas versé une seule larme après sa naissance. Le père du garçon a commencé à se demander si c'était un mauvais signe, mais n'ayez crainte, car la nounou est venue à la rescousse avec sa technique ultime, la fessée de la mort. Le même héros inégalé a subi une torture atroce aux mains d'une nounou. Pour couronner le tout, la mère du garçon a décidé que c'était à son tour d'essayer. Alors que Hansung les suppliait d'arrêter, sa maman a levé la main, mais au lieu de lui taper sur les fesses, littéralement, elle l'a caressé doucement. C'était la première fois qu'il sentait une étreinte chaleureuse apaiser sa peau. Hansung s'était seulement senti seul dans ce monde jusqu'à présent, mais ce contact réconfortant l'a fait pleurer. Et il s'est donc mis à pleurer d'une manière dont il ne se savait pas capable. C'est ce qu'on appelle faire pleurer un grand gaillard. Dans la chambre des maîtres, les parents de Dale exprimaient leur satisfaction face à sa croissance. Le garçon de 8 ans les rendait fiers et étudiés, sans relâche depuis l'âge de 4 ans. Le père du garçon comprend l'intérêt de Dale pour la magie. Sa femme lui attrape le visage rappelant à Alan leur promesse. La promesse de ne jamais enseigner au jeune garçon les arts de la nécromancie. Elle lui rappelle leur promesse avec inquiétude, tandis qu'Alan l'assure qu'il a déjà préparé un cadeau différent pour l'anniversaire du garçon. On frappa à la porte, attirant leur attention. La servante entre soudainement partageant une révélation choquante sur l'état de Dale. En entendant cela, les parents sprintent aussi vite que possible vers le bureau. Notre garçon tremble actuellement sur ses jambes, couvert d'une aura bleue mystique qui l'enveloppe. Le garçon appelle ses parents. La mère de Dale le gronde et vérifie son état. Pendant ce temps, le père du garçon analyse la situation et sent littéralement du mana flotter dans l'air. Leur enfant n'a que 8 ans, et pourtant il est déjà capable de libérer un niveau de mana aussi profond. Le même père dégage soudainement une aura terriblement menaçante au-dessus de Dale, en lui demandant si son fils vient de libérer du mana. Maintenant, notre garçon sait qu'il va se prendre une fessée mémorable, s'il ne fait pas plaisir à son papa. Même Dale ne s'attendait pas à libérer une quantité absurde de mana, et il savait que s'il ne répondait pas rapidement, son père lui mettrait une correction. Étonnamment, son père sourit et lui tapote la tête, fier de son accomplissement. Il trouve vraiment dommage de ne pas pouvoir lui enseigner la nécromancie lui-même, une confession que notre garçon trouve étrange. Le gars est dégoûté et en colère car ne pas connaître la nécromancie ruinerait ses plans de vengeance.
La mère du garçon lui dit d'aller se reposer pendant que les servantes le nettoient. Alors qu'ils s'éloignent en courant, Alan et Elena partagent un moment de paix. Le père du garçon a maintenant trouvé le cadeau parfait pour lui. Passons directement au banquet d'anniversaire, car les fêtes sont toujours amusantes. Il y a beaucoup de gens rassemblés ici. Des nobles de tout le duché de Noir. Ils sont curieux de savoir quand le petit jeune maître va se montrer. Certains d'entre eux ne l'avaient pas vu. Moment. Pendant ce temps, l'homme du jour, ou devrais-je dire, l'enfant du jour se détend actuellement au 2e étage. Exprimant une énergie d'introverti à son paroxysme, Dal trouve que c'est une vraie corvée de rencontrer tous ces gens à sa fête d'anniversaire. Il se demande si c'est parce qu'il a été traité comme un moins que rien, quand il était un héros. Même maintenant, se faire flatter comme le fils d'un riche noble est une nouveauté pour lui. Se remémorant ce qui s'est passé l'autre jour, Dale explique en détail comment son mana a jailli accidentellement. Vous voyez, il lissait en fait les archives de sa propre vie passée en tant que héros. Malgré le talent qu'il possède actuellement en tant que jeune maître, cela le dérange que rien de tout cela ne se concrétisera si son père ne lui enseigne pas la nécromancie. Dal a commencé à espionner ses parents, se demandant comment les convaincre, envisageant même l'idée de demander directement son enseignement. Mais cette idée était totalement imprudente, et il le savait. Finalement, la mère du garçon, Elena, arrive avec une robe magnifique félicitant son fils. Le jeune maître demande curieusement l'identité de la silhouette encapuchonnée derrière elle. La personne retire rapidement sa capuche et est présentée comme le doyen de la tour de magie bleue. Cette magnifique démone bleue est aussi une maîtresse de la tribu de l'eau. Elena présente Sophia comme la nouvelle professeure du garçon. Sophia salue également le jeune garçon et a l'intention de travailler avec lui jusqu'à la réussite. Pendant ce temps, notre gars est sous le choc, incapable de croire qu'on lui a personnellement assigné une maîtresse de la tour comme professeur. Cela signifie que son nouvel objectif sera d'apprendre la magie, ce qui n'est pas le plus grand des accomplissements, puisque c'est uniquement pour une spécialisation en défense. Cela lui montre qu'Elena, sa mère, ne veut vraiment pas que son enfant aille apprendre la sinistre magie noire de la nécromancie pour devenir une autre copie ringarde de 3e zone de Son Jinwoo. Quoi qu'il en soit, Sophia veut avoir un entretien privé avec le garçon et le jeune maître accepte sa demande. Ils sortent dans le champ de neige où la maîtresse de la tour de magie bleue rappelle au gamin qu'il n'apprendra désormais que la magie de l'eau. Fait intéressant. Sophia sent que le cœur du garçon est ailleurs. Elle sait qu'il veut apprendre autre chose. Son observation perspicace le stupéfie un instant, alors que Sophia estime qu'il est évident, pour n'importe qui, de croire que Dale veut se concentrer sur la nécromancie et la magie noire. Le problème étant que l'état actuel du mariage du duc est un sujet connu dans tout l'Empire. Vous voyez, depuis que le duc a eu le béguin pour Elena et l'a épousée, elle a eu peur. Elle ne voulait pas que sa famille reçoive une réputation méprisable, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas transmettre la magie noire à leurs enfants. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais punaise, cette femme joue un peu trop le rôle de la mère tigre contrôlante et surprotectrice. Même à leur fichu mariage, elle a imposé le blanc comme code couleur pour la tenue de mariage au lieu du noir. Sophia avance qu'à cause de cette promesse, le rêve de Dale est loin de la réalité et qu'il ne pourra pas apprendre la magie noire. Cependant, l'éclairée maîtresse de la tour a en fait une proposition. Elle est prête à convaincre la mère du jeune maître tant qu'il suit ses conseils. À ce stade, notre garçon se trouve surpris par l'acceptation de Sophia envers la nécromancie et les arts sombres. Après tout, c'est une elfe qui respecte les lois de la nature et l'acte de ressusciter les morts et qui était considéré comme dégoûtant. La maîtresse de la tour bleue rit, se trouvant amusée par les paroles du garçon. Elle se demande alors ce qu'il penserait des prêtres qui ressuscitent également les morts. Elle pense que l'idée de réincarnation ou de résurrection et la nécromancie sont la même chose quand on y réfléchit bien. Rien qu'avec cette conversation, Dale est capable de comprendre à quel point sa nouvelle professeure est sage. Elle avait une perspective ouverte d'esprit et pourrait s'avérer être une excellente professeure grâce à cela. Concluant la discussion, Sophia pense qu'il est temps pour leur première leçon. Elle sait que Dale a déjà formé un petit fragment de son cercle de mana. Donc, son premier objectif à partir de maintenant est de l'aider à s'étendre, lui permettant de devenir un premier cercle. Dale est intrigué et croit que l'approche correspond à ses objectifs d'apprendre des sorts. Avec les conseils de Sophia, il place sa main sur son cœur, sentant un monde intérieur s'ouvrir en lui. Ce monde est riche et plein de mana. Mais le problème est que seules les créatures capables comme les dragons peuvent exploiter pleinement la véritable puissance du mana brut. Pour les êtres humains, un filtre est nécessaire. C'est ce qu'on appelle un cercle de cœur de mana. L'idée est de rassembler des fragments du cercle autour de son cœur, de les réarranger et de les faire circuler. De cette façon, un cercle correct canalise un flux autour du cœur. Dale suit parfaitement ses instructions, atteignant son objectif. Pour l'étape suivante, elle lui demande de faire tourner le mana autour de son cœur.
Cette partie du processus prend au moins un mois. Elle l'exhorte donc à ne pas se décourager. Et voici la partie choquante. Ce garçon l'a faite en un instant. La réussite de l'enfant de 8 ans déconcerte totalement la maîtresse de la tour. Le même gamin qui venait de commencer son entraînement a déjà atteint son premier cercle en l'espace de quelques instants. Rien qu'avec cette révélation, il devient limpide que notre garçon est un véritable prodige. Une Sophia stupéfaite lui demande de libérer du mana à travers le premier cercle. Suivant ses instructions, il concentre son contrôle sur le cercle. Il connaît déjà la difficulté du processus pour les vrais débutants. Même dans sa première vie, il n'a pas pu rattraper des gens comme le duc saxon. Le mieux qu'il pouvait faire était d'utiliser des sorts de destruction gravés sur son corps à l'aide de gravures. Mais cette vie est différente, car il a purement hérité du talent de son père, ouvrant la possibilité d'apprendre d'autres formes de magie. La concentration de Dale s'affine au bout de ses doigts, se canalisant vers un point final du cercle. L'expérience de sa vie passée l'aide à former un éclat de glace. Sophia observe avec le plus grand intérêt, remarquant comment Dale a correctement cristallisé le mana en un éclair de glace. Le projectile est tiré droit sur un arbre, le faisant voler en éclats. Sophia est une fois de plus complètement sous le choc. Elle pensait que sa puissance serait faible à cause de la forme, mais ce gamin a littéralement déchiqueté le bois. Le talent de son nouveau disciple était complètement hors du commun. La maîtresse de la tour a accusé le coup, stupéfaite par sa capacité à exécuter un sort de glace parfait. Le garçon est confus et se demande s'il a fait une erreur. Vous voyez, la formule magique qu'il a appliquée dépasse de loin les capacités d'un enfant normal. La rotation est associée à l'accélération, puis à la congestion. Ces 3 étapes constituent le nombre d'or d'un sort. Sophia a vu le jeune maître réussir un sort formidable avec une efficacité redoutable. Ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même, elle réalise à quel point son talent est précieux. Et bah ça tout. Dans la scène suivante, cette femme présente carrément sa lettre de démission au duc. Le type est choqué, incapable de croire qu'une maîtresse de son calibre jette l'éponge. Sophia l'interrompt, révélant que le jeune garçon a utilisé de manière terrifiante un sort mortel lors de sa première leçon. Le duc s'agite sous le choc. Aucun mot ne sort de sa bouche. Sophia poursuit en déclarant que l'enfant de 8 ans a également appliqué le nombre d'or. Pour faire court, elle qualifie Dale de spécimen parfait pour devenir l'ultime machine à tuer. Le père du garçon réalise que le style d'enseignement défensif de Sophia est tout simplement incompatible avec l'attribut de violence de Dale. Cependant, Sophia nie cela et ressent en fait la nécessité d'aider à guider la croissance du garçon. Bien sûr, même le duc pense qu'elle est stupide de se retirer. Sophia devient sérieuse et met en lumière la magie noire de la famille d'Allen. Elle est déjà au courant du vœu de mariage de dame Helena. Cependant, une Sophia au ton grave les accuse sans détour pour leur stupidité à limiter la croissance de Dale, surtout en raison de son talent inégalé. Le jeune maître écoute discrètement cette conversation mais ne peut rien entendre de significatif. Il est mort d'inquiétude quant à ce qu'il va advenir de lui. Dale n'avait pas non plus vraiment l'intention de lancer un sort aussi puissant et se souvient de l'expression blême de Sophia quand il l'a fait. Son principal obstacle est son incapacité à contrôler la puissance de son sort. Une chose sur laquelle il doit travailler pour son propre bien. La contemplation du garçon est interrompue par l'arrivée soudaine de l'oncle Helmet. L'oncle est ravi de rencontrer le jeune maître tandis que Dale est impatient de connaître ses voyages. Helmet explique qu'il était en mission pour protéger la famille ducale et pour vaincre de puissants monstres par la même occasion. Notre garçon comprend rapidement que Helmet se battait à l'intérieur d'un donjon. Prenons un peu de recul pour comprendre les subtilités de ce monde. Les monstres sortent des donjons et c'est un terrain mortel pour le territoire de n'importe quel noble. À l'époque où le roi démon était là, les monstres saccageaient tout et causaient une destruction totale. Les chevaliers d'aujourd'hui sont envoyés en mission pour s'assurer que ces monstres ne débordent plus jamais. Leur but est d'éliminer tous ceux qui se sont échappés du donjon. Le territoire du duc saxon est plus en danger que d'habitude, principalement à cause de la vie antérieure de Dale en tant que héros. Même s'il a vaincu le roi démon de manière spectaculaire, le territoire du boss a été conservé pour que l'Empire puisse l'utiliser. En d'autres termes, il gérait les restes du roi démon. La conversation de Dale et Helmet est interrompue par un autre visiteur nul autre que le duc lui-même. Alan remercie Helmet pour son immense dévouement à la prospérité de leur terre. Mais ce qui surprend vraiment Dale, c'est l'arrivée de sa mère. Dame Helena le salue avec une grande joie après avoir appris qu'il a atteint le premier cercle. Ils sont même heureux de le récompenser avec un cadeau, ce qui met notre garçon en mode réflexion. Dale songe à l'idée de la nécromancie, mais il sait que cela gâcherait l'ambiance. Au lieu de ça, le gars sort une carte inattendue et demande sans pression à ses parents de lui faire une nouvelle sœur. Ils sont tous les deux sidérés tandis que Helmet rit de l'audace pure et simple du jeune garçon. Cette nuit-là, le jeune maître se repose confortablement dans son lit énervé de devoir faire semblant d'être un enfant juste pour se fondre dans la masse.
La fatigue le rattrape lentement alors qu'il sombre dans un cauchemar, ici. L'ancien héros Hanung était poignardé dans le dos par le même salaud de chevalier. Son fantôme se moque même de Hanung qui profite d'une nouvelle vie confortable et le menace froidement en déclarant que l'Empire finira par le massacrer. Ils le trouveront et l'extermineront à nouveau. Ce cauchemar mouvementé réveille notre garçon avec un trop-plein de mana. Son cœur lui fait mal comme s'il était sur le point d'exploser. Ce sont les effets du déchaînement de mana, un phénomène violent. Dale renforce sa détermination. Maudissant l'Empire de s'être accroché à lui jusqu'à la toute fin, il sort pour prendre l'air. Mais le mana qui s'échappe de son corps ne fait qu'empirer. Paniqué, il trouve une lueur d'espoir. C'est Maître Sophia, qui a pitié du garçon qui subit un déchaînement de mana à son âge. Aussitôt, elle place sa paume sur sa poitrine avant d'aspirer les effets du processus. Sophia comprend que si la magie de Dale se corrompt, personne ne pourra plus jamais inverser le processus. Grâce à son intervention, les effets du déchaînement sont neutralisés. Sophia s'adresse au jeune maître, révélant que la nature de la magie est liée au miroir du cœur. En gros, chaque mage a une capacité magique différente, simplement à cause de sa personnalité. Dans le cas de Dale, son talent est spécialisé dans le meurtre d'autrui. Ce talent macabre est dangereux pour les autres comme pour lui-même. En lui tendant un livre de sorts, elle est fière de rester son professeur pour un nouvel art. C'est le livre de nécromancie, comme l'appelle Sophia, un drôle de tour du destin qui les lira désormais. C'est son cadeau d'anniversaire pour le jeune garçon qui la serre aussitôt fort dans ses bras, montrant sa gratitude. Les jours passèrent. On se retrouve juste à l'extérieur de la porte nord. Là, Sophia l'a emmené devant des lapins. Elle veut que cet exercice ressemble à l'expérience de chasse que Dale a partagée avec son père. Suivant ses instructions, notre garçon prépare un sort dévastateur pour envoyer ce pauvre lapin directement en enfer. Son éclat de glace concentré voyage à une vitesse fulgurante et au contact vaporise la chair du lapin. Une véritable exécution, bien que Sophia remarque quelque chose d'intéressant. Dale venait de prendre une vie mais sans montrer le moindre signe de trouble. Elle lui rappelle ce qu'elle lui a dit plus tôt, à savoir que l'utilisation d'un même sort diffère selon les mages. Le jeune maître n'avait aucune idée de la raison. Sophia souligne l'idée que la magie agit comme un miroir de l'âme. Cela signifie aussi qu'elle révèle la véritable personnalité de quelqu'un. Sophia continue en évoquant des noms de sorts comme mur de feu. En réalité, ces noms ne servent qu'à façonner la magie à partir de son imagination. Par exemple, la tour de magie rouge prône la force par-dessus tout. La tour bleue met en avant l'harmonie. Chacune d'elles partage une philosophie différente qui devient le fondement de leur magie. La philosophie affecte directement le sort et c'est le fondement du système magique. Il y avait aussi d'autres tours comme la noire, la blanche et la verte. Ce long flot d'informations n'a suscité aucune réaction de la part du jeune maître. Sophia s'est dit qu'elle avait un peu trop jacassé. Passons à la vitesse supérieure avec la nécromancie. En canalisant son sort le plus basique, il rassemble une aura autour du cadavre du lapin. Des vrilles d'un noir violacé envahissent le corps avant que des fils de mana ne s'y attachent pour le contrôler. La nécromancie fonctionne avec des points de focalisation sur la tête, la colonne vertébrale et les genoux. Les fils agissent comme un instrument de contrôle. Exécutant le sort à la perfection, Dale s'attire les louanges de son professeur. Il passe rapidement à la deuxième étape qui implique l'utilisation d'un sort de glace appelé armure de glace. Projetant un torrent de glace, il renforce le lapin avec une puissante armure hérissée de pointes, ce petit qui est prêt pour la guerre. Sophia évalue la forme de l'armure et se demande comment ses défenses tiendront le coup. Lançant une volée de pics de glace, elle dirige une spirale de ceux-ci droit devant. Les pics pulvérisent l'armure du lapin au contact, le projetant au loin. Cependant, une fine couche subsiste procurant à Dale un immense bonheur. Alors, la défense est une réussite, mais Sophia lit son expression impatiente et se demande si le jeune maître a une question à lui poser. Avec enthousiasme, notre garçon élève la voix, la suppliant de lui enseigner également le bon usage des attributs de l'eau. Bien que cela lui arrache un sourire, la réponse de Sophia est choquante. Elle le rembarre sèchement, révélant qu'il n'a fait aujourd'hui qu'une simple utilisation de la magie de l'eau. Parmi toutes les formes de magie, l'eau a une courbe d'apprentissage démentielle et requiert une compréhension approfondie. La plupart des débutants n'arrivent même pas à maîtriser une seule forme de magie au début. Les seules personnes capables d'en maîtriser deux en même temps sont considérées comme des mages doubles. Même avec le talent démentiel de notre garçon, Sophia pense qu'il est impossible pour lui d'apprendre deux types aussi bien. En fait, la jeune femme brise littéralement ses attentes pour avoir été bien trop confiante. La réalité du gars s'effondre instantanément, car malgré son utilisation incroyable de la magie, aux yeux de son professeur, il n'est encore qu'un amateur. Cette pensée paralyse notre garçon de désespoir. N'importe qui serait anéanti par ça.
En fait, Dale est tellement déçu par sa réponse qu'il met brusquement fin à la leçon. Le soir même, le garçon se dirige vers son bureau. L'ancien héros a une confiance absurde en ses capacités, pensant qu'il pourrait tout faire s'il pouvait simplement en apprendre assez. Une force s'éveille en lui, et ce n'est peut-être pas une référence à Star Wars, mais notre jeune Anakin ici veut vraiment devenir un Jedi après avoir passé toute la nuit à travailler d'arrache-pied. Dal arrive sur le terrain d'entraînement le lendemain. Il était si épuisé que Sophia a dû l'appeler plusieurs fois. Elle peut voir qu'il a trop forcé et n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le professeur craint que le jeune garçon ne se surmène, mais Dale est prêt à lui montrer de quoi il est capable. D'abord, il ressuscite le lapin puis le recouvre de la même armure. La maîtresse de la Tour Bleue est impressionnée par sa maîtrise immédiate des sorts combinés. Mais un développement choquant se produit lorsque Dale utilise la même armure, la faisant détonner dans une explosion qui projette des pics de glace dans toutes les directions. Sophia est si stupéfaite car la première partie n'était qu'un apéritif. Le lapin mort-vivant exhale des vapeurs violettes avant d'entrer en éruption avec une décharge d'énergie violette. Le lapin explose, projetant à nouveau des éclairs de glace dans toutes les directions. Sophia est si prise au dépourvu qu'elle doit créer une barrière de défense pour les bloquer. Quand son attaque se termine, son visage devient vide d'expression. Dal ne semble même pas impressionné et révèle ses nouvelles capacités d'explosion de cadavres et de glace. Maniant les deux attributs, il a fusionné leurs effets. Il demande d'un ton moqueur à son professeur s'il peut désormais être qualifié de mage double. L'elfe éclairé reste perplexe. Elle n'avait jamais vu une attaque pareille auparavant. Un mélange de magie de glace et de magie noire pour créer un piège explosif complexe. La détonation n'était même pas la partie finale. L'utilisation des pics par Dale était la cerise sur le gâteau. Sophia se sent dépassée, comme si elle avait affaire à quelqu'un n'ayant qu'une seule intention, tuer sans pitié sur le champ de bataille. Elle se demande quel genre d'image mentale se forme dans l'esprit de Dale, n'ayant aucune idée qu'il s'agit de la soif de sang intimidante de Hanung. Le jeune maître revoit Oncle Casque monté sur un cheval. Il a ramené son équipe après avoir attaqué un autre donjon, mais cette fois, c'était un plus petit groupe de monstres. Casque félicite également la cavalerie noire pour l'avoir puissamment aidé. La cavalerie noire est une unité spéciale de lanciers dotée d'une immense aura ténébreuse. Ils sont considérés comme la cavalerie la plus puissante du duché de Saxon. Leur chef, le capitaine chevalier Casque lui-même, est considéré comme l'un des 7 plus puissants maîtres d'épée du continent. Le jeune maître le respecte profondément et le supplie de lui enseigner quelques techniques d'épée. Casque décline poliment l'offre, alors le gamin lui fait ses adieux pour son voyage. Le capitaine Casque parti, Sophia pense qu'il est temps pour eux de rentrer aussi. Nous avançons plus tard dans la nuit où Sophia rapporte l'utilisation de la magie double par Dale lors de leur récente session d'entraînement. Le duc est un peu choqué d'apprendre que Dale utilise la magie nécromancienne, tandis que Dame Helena semble déçue. Sophia a désobéi à ses ordres et a fini par enseigner aux garçons plus que la simple magie de l'eau. Elle ne voulait pas limiter la portée de l'entraînement et a partagé que le jeune maître avait exprimé son intérêt pour l'apprentissage de la nécromancie. Après une courte pause, Dame Helena prend la parole. Elle exprime toujours son refus catégorique de la magie noire et recommande à Sophia de continuer à lui enseigner l'attribut de l'eau à la place. La maîtresse bleue donne sa parole et leur assure qu'elle prendra soin du garçon. Avant de partir, Sophia ressent une pointe de culpabilité et se tourne pour s'excuser auprès du Seigneur Noir d'avoir rompu leur promesse. En soupirant, la mère de Dale souligne sa fierté quant à la capacité de Dale à manier 2 cercles magiques pour son âge. Elle pense qu'il est normal pour lui de posséder un tel talent, surtout en tant que leur fils. Avec une grande peur et déception, le duc s'oppose à sa femme, révélant son intérêt à enseigner la nécromancie à Dale. Il veut faire du gamin son héritier et un mage talentueux en même temps. C'est son droit de transmettre sa magie à son fils, même s'il se sent mal d'avoir rompu leur promesse. Parlant avec inquiétude, la mère de Dale lui rappelle que la nécromancie s'est toujours mal vue par le grand public. C'était la raison principale pour laquelle elle voulait détourner leur enfant de cette voie. Cependant, Dame Helena a accepté la réalité et ne se soucie plus de la perception du public autorisant son mari à continuer d'enseigner la nécromancie à Dale. Le duc reste sans voix, car ce n'est que dans un manoir qu'une femme peut prendre ses responsabilités à partir de maintenant. Le véritable entraînement de Dale à la nécromancie va commencer. De manière amusante lors de leur première leçon. Le duc est très déçu du faible contrôle de Dale sur la nécromancie. Il ne peut rien faire car c'est tout ce que Sophia a pu lui apprendre à l'époque. Ils se trouvent actuellement dans l'atelier de magie, une pièce spéciale dans les souterrains du château. Le père du garçon l'a amené ici pour lui montrer à quoi ressemble la véritable nécromancie. D'abord, ce type invoque une douzaine de livres que son gamin doit mémoriser comme une éponge. L'objectif principal de Dale est de comprendre la structure de chaque forme de vie afin de pouvoir la contrôler efficacement.
Le temps a passé pendant que ce pauvre gamin devait absorber chaque livre comme une éponge. Une fois les bases acquises, le duc le guida dans les voies de la magie pratique. Excité, Dale avait soif d'une vraie leçon. Peu de temps après, il se retrouva surpris par le cadavre d'un gobelin reposant devant lui. Le père du garçon comprend sa confusion. Le duc explique que les nécromanciens talentueux se distinguent en transformant même des soldats ordinaires en puissants chevaliers de la mort. Le gobelin est un soldat mort-vivant et il devient curieux de voir l'approche du garçon pour le contrôler. Canalisant la magie noire dans ses mains, Dale rencontre son premier obstacle. Vous voyez, contrôler un lapin n'est pas un problème en raison de sa petite taille. Mais un gobelin, et c'est beaucoup plus complexe avec l'utilisation de monofis. La première tentative de Dale est une connexion ratée, mais il continue de marteler sa connexion tissant les fils pour contrôler la marionnette. Il essaie une autre approche, mais se retrouve incapable de faire bouger le gobelin. Coincé à nouveau, le jeune maître est dans une impasse sans solution. Son père intervient félicitant le garçon d'avoir d'abord raidi le corps du cadavre. Cependant, l'inconvénient de cette approche est qu'elle limite le mouvement. Démontrant une vraie solution, le duc déchaîne ses vrilles sombres, envahissant le corps du gobelin d'une manière si efficace qu'il cible plutôt sa cage thoracique. Normalement, elles sont censées protéger les organes d'une créature, mais un cadavre n'en a pas besoin. Ainsi, la même cage thoracique se transforme en un ensemble de griffes se dressant sur le bras du mort vivant. C'est l'art de la nécromancie modifier la structure des morts selon ses propres besoins. Dale est suprêmement impressionné. Il se tourne vers son père demandant à être instruit dans les voies de la tour de magie noire. Le duc sourit ressentant de la fierté pour l'intérêt de son garçon. Se mettant au niveau du garçon, il révèle que la vérité de la magie noire réside dans la mort. Pour devenir le meilleur nécromancien, il faut d'abord apprécier le poids de la vie. Les mots du duc le ramènent à l'époque de Hanung, où il dominait un adversaire qui le suppliait. Ses yeux brillaient d'un rouge impitoyable, son épée levée, et avant même que la supplique de l'homme ne soit terminée, Ansung lui a massacré le visage. Le duc sort le garçon de son expérience traumatisante. Une expression hantée se lit sur son visage. En vérité, Dale réalise qu'il a suivi un chemin de carnage et de sang, mais devant son père, il agit comme si tout allait parfaitement bien. L'entraînement du jeune maître progressait de jour en jour, et la nouvelle que le duc saxon enseignait la nécromancie à son fils se répandit dans l'Empire comme une traînée de poudre. Le fait qu'il ait brisé son vœu marital attira l'attention de beaucoup, et à cause de cela, il est au centre de l'attention des nobles. Ils sont tous concentrés sur les progrès de Dale pour le meilleur ou pour le pire. Quelques semaines plus tard, le jeune garçon s'entraîne avec acharnement contre son oncle. Leur rafale de coups continue, jusqu'à ce que Helmet balance soudainement sa lame près du visage du garçon. De manière choquante, le jeune garçon l'apparaît avec une déviation si puissante que l'arme de Helmet est projetée au loin. L'oncle du garçon est impressionné par sa capacité, tandis que le jeune maître comprend que ce n'était qu'une ruse. Helmet a laissé tomber son arme exprès, mais en réalité c'est parce que Dale a déployé des techniques d'épée spéciales qui seraient normalement capables de tuer quelqu'un dans un combat. Les mains de notre garçon sont toutes enflées, mais il a quand même remporté la victoire, donc c'est une bonne chose. Helmet est stupéfaite par sa maîtrise de l'épée et se demande pourquoi le gamin se concentre sur le fait de devenir un mage. D'un autre côté, les chevaliers protègent toujours les mages, donc Helmet ne comprend pas non plus pourquoi Dale s'entraîne avec une telle férocité. C'est inquiétant car il craint que le gamin ne finisse par se blesser à ce rythme. La main bandée Dale répond avec une forte détermination. La réalité, c'est qu'il ne veut pas dépendre de garde pour le protéger tout le temps, mais ce n'est qu'une couverture. La véritable intention du petit malin est d'essayer d'apprendre la maîtrise de l'épée de son brillant oncle. Helmet rit, saluant cela comme une excellente réponse. Ils avaient une conversation agréable quand la mère de Dale est intervenue. Tout à coup, le jeune maître se demande pourquoi elle est ici sur le terrain d'entraînement de Chile. Helena vient voir ses progrès et révèle qu'elle a des nouvelles à annoncer. D'abord, elle mentionne le cadeau d'anniversaire que Dale a demandé. Le gamin n'a aucune idée jusqu'à ce que notre gars se souvienne de sa demande d'une petite sœur. Ouais. Le duc s'est occupé d'elle le soir même, et devinez quoi, le bébé est en route. Dale est fou de joie en apprenant cette nouvelle. 10 mois passèrent, et voilà une sœur aînée. Le jeune maître a du mal à croire qu'il a enfin un membre de sa fratrie. Dame Helena propose même au garçon de tenir la petite à sa grande surprise. Dale prend doucement sa petite sœur dans ses bras et, chose surprenante, elle se calme complètement. En guise de commentaire sur l'engagement du papa-duc pour la cause, le jeune maître tient sa précieuse sœur dans ses bras tandis que son père souligne que c'est là le vrai poids de la vie. C'est ce qu'il doit protéger. Et enfin, il est temps pour sa prochaine leçon. Avance rapide jusqu'à une scène avec Maître Sophia, où on la voit lui donner un véritable entraînement au combat. Dale est presque stupéfait qu'on lui propose de se battre pour de vrai. La maîtresse de la Tour Bleue l'autorise à l'attaquer de toutes ses forces.
Sur ce, le jeune maître trace un cercle magique pour préparer un sort tandis que son professeur Séphia se demande avec impatience à quel point le garçon a progressé. La première chose qu'il fait est sauter de lui lancer un éclair de glace en plein visage. Sophia le balaie d'un geste désinvolte et le détruit, qualifiant sa première attaque de lente. Elle fait de même pour sa deuxième attaque et lui reproche de se retenir. Dal s'envoie, réalisant qu'il a été démasqué. Avec bienveillance, Sophia lance sa première attaque, conseillant même au garçon de dresser rapidement une barrière. Terrifié, le jeune maître parvient tout juste à bloquer l'attaque. S'il ne l'avait pas fait, il aurait été salement amoché. Sophia est satisfaite des réflexes vifs du jeune maître qui a conjuré une armure de glace. Cette défense de dernière minute a fonctionné, mais maintenant elle veut qu'il l'attaque à pleine vitesse. La main posée sur le sol, le jeune maître manipule la combinaison moléculaire de la glace, érigeant un mur de glace. Ce mastodonte de mur stupéfie Sophia, qui ne comprend pas son intention derrière une telle manœuvre. D'un coup d'œil, elle remarque la densité de la glace, ce qui signifie qu'elle est très résistante. Encore une fois, Sophia n'arrive pas à comprendre pourquoi il aurait délibérément choisi de créer un mur de glace. La seule conclusion qui lui vient à l'esprit que le jeune maître essaie de gagner du temps pour récupérer. Oh, mais vous n'êtes pas prête pour la suite. Le jeune homme transforme le mur de glace entier, le fragmentant en une structure en nid d'abeille. L'objectif: une destruction absolue. Hurlant détonation, Dale manipule le mur et le pulvérise à bout, portant au visage de Sophia. Le mur disparaît, tandis que le jeune maître pense avoir réussi un coup critique. Il avait renforcé la densité du mur de glace avant de le faire exploser vers l'extérieur. C'est une technique difficile à éviter et dont personne ne peut sortir indemne. La poussière retombe et le visage de notre garçon se fige en voyant le spectacle choquant du corps de son maître mis en pièces. La vraie Sophia se montre derrière la statue de glace indemne. Dale pousse un soupir. Pendant un instant, il a vraiment cru avoir tué son professeur. Il s'avère que Sophia avait lancé une illusion. D'abord, elle félicite le garçon pour son usage impressionnant de la magie. Malgré sa défense éclair, Sophia s'est tout de même retrouvée avec une égratignure au visage. C'est fou de se dire qu'un simple garçon maîtrisant le premier cercle a réussi à blesser une maîtresse de tour. Dale s'excuse de l'avoir blessée, mais elle est sincèrement heureuse. Elle est cessée ravie qu'il l'ait égratigné, car cela prouve que Dale a tout donné et a fait confiance en la capacité de son professeur à se défendre. En essuyant son égratignure, elle le qualifie d'excellent élève. Elle est stupéfaite qu'il ait pu concevoir une formule de sort aussi démente sur le champ. Dale lui en attribue tout le mérite. Ce qui est vraiment à mourir de rire, c'est que Sophia va très bien ici. Mais dans la scène suivante, la pauvre est au fond du trou. Même le duc est en mode « Eh, c'est quoi ce bordel? Pourquoi tu as cette égratignure ?» Sophia répond que son inattention a permis à une attaque de réussir. Le duc saxon la respecte pour sa capacité à endurer la douleur, mais en réalité, Sophia adore affûter le talent de Dale. Le duc lui fait part d'une requête supplémentaire, ce que Sophia est ravie d'entendre. Il révèle qu'un groupe d'orques a envahi la chaîne de montagne. Et honnêtement, c'est un groupe de monstres assez banal qu'une unité de cavalerie pourrait gérer. Et voici la partie incroyable. Cet homme envoie son enfant d'à peine 10 ans sur le champ de bataille pour ce combat. Sophia conteste cette approche, soulignant que le garçon n'est pas prêt pour une véritable mission. Mais le père de Dale lui assure que le gamin ne se battra pas en première ligne. Leur objectif principal est de défendre le territoire en tant que membre de la maison saxon. Dégageant une énergie sombre et malveillante, le duc a bien l'intention de s'assurer que son fils comprenne bien ses responsabilités. Une Sophia perplexe demande des instructions. Il s'avère que Dale va se voir confier un artefact de grande valeur pour cette mission. Et il aura besoin des conseils de Sophia pour pouvoir le contrôler. Bref, parlons maintenant des artefacts. Ce sont des objets qui renferment un pouvoir magique et qui peuvent être activés en canalisant du mana ou en offrant son corps en guise de paiement. Généralement, les artefacts les plus puissants sont aussi les plus dangereux et peuvent s'avérer mortels. La maison saxon possède une tonne de ces sales bêtes en réserve dans sa chambre forte d'artefacts. Dal y est conduite en tant qu'héritier du duc et participant à la bataille imminente. C'est une nouvelle pour le garçon qui est ravi d'avoir enfin une véritable expérience du combat. Le duc saxon annonce son objectif d'exterminer la horde d'orques avec une équipe d'assaut avant qu'il ne puisse exécuter cette mission. Le garçon doit apprendre à manier correctement le pouvoir des ténèbres. Devant lui sont exposés 3 puissants artefacts. La famille saxonne possède un trésor rempli d'artefacts du roi démon, obtenus après la conquête de son domaine. Leur puissance dépasse de loin celle des artefacts ordinaires, comme en témoigne leur flux de mana écrasante. Le duc souligne qu'ils sont tous immensément puissants, ce qui les rend tout aussi dangereux. Il est crucial que Dale obtienne un contrôle total avant d'en utiliser un. En parlant de Dale, le gamin lance un ciao et fausse compagnie à son papa. Le duc désemparé cherche son fils du regard. Pendant ce temps, le gamin erre à la recherche d'un artefact compatible.
Un artefact particulier l'interpelle, sentant le besoin du jeune maître de se venger de ses ennemis. Ce truc meurtrier, passé ainsi que de nombreux autres, l'appellent le séduisant avec leur pouvoir attractif. Dale réalise que ces artefacts peuvent sentir la menace de Hanung qui coule dans ses veines. Cependant, il ne peut pas se fier uniquement à leur appel et désire quelque chose d'encore plus puissant. L'un d'eux, en particulier, attire son attention. C'est une cape. On l'appelle la cape des ombres et elle est chargée d'histoire. À l'époque de Hansung, l'un des ducs de l'armée du roi démon a utilisé cet artefact de premier ordre. Avec sa capacité unique à manifester les ombres, il était devenu un véritable calvaire de l'affronter. Intrigué, le jeune maître l'enfile rapidement, sauf que Safia et son père s'en rendent compte et crient son nom. Soudain, la cape l'engloutit dans une autre dimension. Au moment où il l'a enfilé, il a pu accéder à ses sentiments. L'artefact partage un abîme de fin sans fond. Son précédent maître pouvait invoquer une tornade d'ombres à volonté, pliant les ténèbres à sa guise. Mais pour accéder à son plein potentiel, l'objectif de Dale est de vaincre la créature qui réside à l'intérieur de l'artefact pour la soumettre à sa volonté. La créature sombre donne forme à des monstres noirs cherchant à dominer le jeune garçon. Dale est vraiment dans le pétrin. Et le pire, c'est que personne de l'extérieur ne peut l'aider. C'est un peu comme une extension de territoire en ce moment. L'inquiétude de Sefia grandit tandis que le duc admet avec anxiété que son fils pourrait être dévoré par l'entité. À ce rythme, les choses tournent mal, alors le duc est prêt à intervenir et à le sortir de force. Tous les deux sont choqués lorsqu'un flash de lumière aveuglant jaillit de la barrière. Dale en sort sain et sauf, arborant son tout nouveau flot légendaire. Le maître de la tour bleue vérifie son état. Heureusement, il ne s'est rien passé, et c'est justement ça qui inquiète son père. Le duc saxon n'arrive même pas à comprendre comment un petit garçon de son âge a pu supporter le fardeau d'un artefact si puissant. Curieux, le jeune maître interroge son père. Rempli de joie, il le supplie de pouvoir essayer aussi le reste des artefacts, ce qui est une façon de dire qu'il veut tous les dompter. Cette requête de malade les déconcerte tous les deux. Pourtant, le duc accepte sa demande, et c'est ainsi que notre garçon a fini par explorer chaque artefact du trésor familial sans prendre de repos. D'autres jours passèrent avec l'entraînement continu du jeune maître. Helmet se retrouva abasourdi à la vue du garçon portant la majestueuse cape d'ombre. Le gamin le confirme cependant. Helmet est stupéfait qu'un si jeune enfant contrôle la cape sans aucun problème. Dallel lui dit qu'il ne ressent qu'une sensation de picotement qui le dérange parfois, mais à part ça, il maîtrise la situation. Le jeune maître sait que la cape n'a pas eu de maître depuis un certain temps, c'est pourquoi elle est particulièrement attirée par lui. La plupart des gens sont terrifiés par la créature ténébreuse, mais notre garçon lui utilise sa tchatche pour s'en faire un ami. Helmet pense que le gamin est un psychopathe de dire qu'une créature des ténèbres se sent seule. De manière hilarante, Dale marche sur son soi-disant nouvel ami calmant l'ego de la créature. Le gamin a une requête qu'il voulait lui faire. Dale lui demande carrément un vrai combat d'entraînement pour tester ses capacités. Ravi est impatient de se battre, le maître d'armes prépare son épée imposante, prêt à répondre aux attentes du gamin. Pendant ce temps, notre garçon commence à réaliser qu'il est complètement foutu. Car affronter l'un des plus grands maîtres d'armes de leur époque n'est pas une blague. L'homme dit « N'ayez crainte, mais n'importe qui se pisserait dessus dans cette situation ». La bonne nouvelle, c'est que Helmet a l'intention de n'utiliser que l'escrime de base. C'est donc un avantage gratuit pour le jeune maître. Dale comprend parfaitement comment les chevaliers se battent avec sincérité. Son but principal dans ce combat n'est pas de se battre sérieusement, mais d'utiliser toute l'étendue des capacités de sa cape. En utilisant le pouvoir des ténèbres, Dale commande l'utilisation de créatures d'ombre, ce qui est le principal avantage de cet artefact. En guise de test, il utilise la capacité appelée « ruée des lames d'ombre » pour envoyer des vrilles noires contre son adversaire. Le féroce chevalier démolit complètement toutes ces vrilles d'un seul coup de sa lame. C'est une réponse assez saisissante pour stupéfier le jeune maître. Helmet félicite le garçon et fonce droit devant pour passer à l'offensive cette fois. Moins d'une seconde plus tard, il est déjà nez à nez avec le gamin. Le jeune maître enveloppe méticuleusement le sol d'ombre dans le but de piéger le chevalier. Le même sol ombreux fait jaillir des pics pour le prendre par surprise. Le chevalier ne s'attendait pas à être pris dans un piège soudain. Mais tout comme la dernière fois, cet homme brise littéralement l'utilisation de la capacité uniquement avec sa force brute. Dale est acculé et tente d'utiliser une capacité intéressante pour bloquer l'offensive de Helmet. Le chevalier est impressionné car, à l'instant, il a utilisé assez de force pour briser n'importe quelle arme ordinaire en morceaux. Ce combat l'éclaire sur les capacités spéciales d'un artefact de premier ordre. Intrigué, Helmet est d'humeur à recevoir au moins 10 autres attaques de la même trempe. Le combat entre le jeune maître et son héros continua,
tandis que le reste de la cavalerie noire observait avec admiration et stupéfaction. Dans tout leur duel avec Helmet, aucun d'entre eux n'avait jamais pu résister à ne serait-ce que 10 coups de leur capitaine. C'était comme s'ils se faisaient éclipser et surclasser par un gamin de littéralement 10 ans. D'autres jours passèrent. C'était enfin la nuit du déploiement de la mission. Avant de partir, Dame Helena s'approcha de son fils avec inquiétude. Elle exprima son refus catégorique quant à sa participation à la mission, mais notre garçon assura à sa mère que tout irait bien avec Helmet pour le protéger. La mère inquiète ne voulait pas que son petit garçon soit blessé. Dale l'assure qu'il doit devenir plus fort pour pouvoir, un jour, diriger le même duché que son père commande. Pour ces temps difficiles, Dale devait faire des efforts maintenant afin de pouvoir protéger sa famille. Il demande à sa chère mère d'avoir foi en lui et de le laisser assumer cette responsabilité. La requête sincère du garçon suffit à faire fondre son cœur, lui accordant sa pleine permission. Elle le voit monter sur son cheval. Dans la scène suivante, on nous amène à la base temporaire. Elle met à préparer ses troupes avec tout l'équipement nécessaire et ils sont prêts à partir. Le père du garçon est aussi là et ordonne soudainement à Dale de commander à la cavalerie de se mettre en marche. Le jeune maître est si confus jusqu'à ce que le duc explique que cette même cavalerie sera un jour sous son commandement. Même dès à présent, ce sont ses chevaliers. Cela marque un moment important pour lui. Il ne dirige plus en tant que le héros Han Sung. Au lieu de cela, il est le chef de la cavalerie noire en tant que Dale. Et cette fois, le résultat sera différent. Prenant le commandement, le gamin s'adresse à ses vaillants guerriers. La main levée vers les cieux, il hurle l'ordre de marche de la maison Saxon. Peu de temps après, les troupes se mettent en mouvement. 250 hommes sont déployés aux côtés de l'unité d'élite des Rangers pour la mission. Leur objectif est d'éliminer près d'1 millier d'orques qui ont déjà traversé les montagnes et se dirigent vers la rivière pour échapper au froid. La cavalerie noire a l'intention de mener la première attaque en traversant la partie inférieure de la rivière dans le but de tendre une embuscade à leur cible. Le grand obstacle, c'est bien sûr la rivière profonde qui déborde. 250 hommes ne pourront pas la traverser. À cette fin, l'éthéré elfe bleu s'avance avec sa magie de glace prête à créer un pont de glace. Dale est heureux de la trouver participant à cette mission à leur côté, même avec sa nature pacifiste. La magie de l'eau leur ouvre un chemin permettant au groupe de passer en toute sécurité. Elle ne les aidera pas plus loin et leur souhaite bonne chance. Dale lui dit aussi au revoir. Mais au moment où il part, Sophia est émue par lui. Elle ressent une profonde inquiétude pour son élève et se soucie de sa sécurité. Rendons-nous maintenant à la base des orques. Notre groupe est déjà arrivé sur les lieux, préparant leurs flèches enflammées pour tendre une embuscade aux monstres. Au moment où les flèches sont décochées, les orques sont alertés, et des dizaines d'entre eux s'effondrent immédiatement. Les autres explosent de colère, tandis que Helmet hurle à ses 3 premiers bataillons de former un coin. Il mène la charge pendant que le commandant observe d'en haut, demandant l'avis de Dale. Le jeune garçon analytique remarque que les chevaux se déplacent à près de 40 km/h. La formation actuelle est la charge en lance, grandement amplifiée par l'aura de chaque chevalier. C'est une attaque si dévastatrice que les orques ne pourront pas y survivre. À première vue, même Dale admet que ce combat est complètement à leur avantage. Alors que le duc admet que la puissance de leur cavalerie n'est pas à prendre à la légère, Helmet presse le garçon de rester sur ses gardes. Ils n'ont pas encore gagné. En fait, ce n'était que le début. Répondant à la formation d'assaut des chevaliers, les orques créent leur propre formation en coin, bloquant intelligemment avec des boucliers. Le commandant des chevaliers avoue que cette embuscade ne suffira pas à achever les orques. La meilleure stratégie est de battre en retraite et de se réorganiser pour une seconde charge jusqu'à ce que la plupart des orques soient anéantis. Il envoie une fusée éclairante dans le ciel, ce qui est le signal de la retraite pour les chevaliers. Les mêmes chevaliers agressifs qui dévastaient les orques viennent de faire demi-tour et de partir. C'est une révélation stupéfiante pour les monstres. Afin de profiter de cette opportunité, ils visent les chevaliers en retraite avec leurs lances. Malheureusement, leur visée était peut-être un peu trop bonne, car une lance abat littéralement un pauvre cheval d'un seul coup. Faites attention car c'est un moment vraiment critique pour Dale, qui est visiblement secoué par la chute d'un allié. Les hommes derrière lui, experts de la guerre, considèrent cet homme déjà mort même s'il n'est que blessé. Le chevalier sans défense ne peut rien faire sur le champ de bataille où un orque se prépare à l'achever, excédé au plus haut point. Le jeune maître regarde férocement les adultes remettant en question leur refus de faire quoi que ce soit. Les 2 hommes restent silencieux, sachant qu'ils n'ont pas de réponse. À cet instant, le chevalier est sur le point de se faire massacrer et Dale n'est pas assez rapide pour le sauver avec son cheval. À la place, il se concentre intérieurement
le but d'utiliser une capacité pour percer l'orque avec un tir à longue distance. L'orque typique a une peau très épaisse, ce qui lui confère une défense solide. Pour que cette approche fonctionne, Dale a l'intention de manipuler la formule de l'éclair de glace, s'inspirant pour sa création d'une balle. Il calcule également la trajectoire nécessaire pour viser précisément avec sa nouvelle arme. Une fois ces bases établies, le gamin de génie transforme l'éclair de glace en une balle inspirée du Barrett M98B. Le doigt pointé sur le monstre, il tire un coup si incroyablement rapide qu'il perce le flanc de l'orque, le blessant gravement d'un tir net. Le duc était fasciné, tandis que Helmet est impressionné par la trajectoire parfaite de Dale. Saisissant cette opportunité pour agir, Dale fonce droit sur le champ de bataille. Le duc ne veut pas que son fils soit arrêté. En fait, son visage est rempli de fierté. Il n'arrive pas à croire que son fils ait réussi à créer une formule unique avec un niveau de puissance une puissance destructrice démentielle. Cela montre que le monde intérieur de Dale approche de son cycle d'achèvement. Alors que notre garçon fonce sur le champ de bataille, il remarque un schéma particulier chez les orques. Ils se regroupent pour une autre réponse tactique. Dale veut sauver le chevalier, mais il a deux problèmes à affronter. Le premier n'est pas un souci, mais le second, qui concerne sa formule de combat originale, est bien trop longue pour une utilisation pratique. Il souligne comment les formules mathématiques simples, comme celles très basiques que vous voyez à l'écran, sont raccourcies pour faciliter les choses. De la même manière, Dale a l'intention de raccourcir aussi ses formules. Cette fois, il s'inspire du Magnum Glass 98 au lieu du Barrett. Bien qu'elle semble encore longue, le jeune maître malicieux est ravi de la tester. Déployant à nouveau l'usage de sa magie de glace, il vise et pulvérise complètement la tête de l'orque avec une balle de glace. Ce projectile perforant tue cette satanée créature instantanément, tandis que le chevalier impuissant titube, et en se demandant pourquoi le jeune maître risquerait autant sa vie juste pour le sauver. Dale descend assurante au jeune homme qu'il est en sécurité. Il ne veut jamais être le genre de chef qui abandonne ses hommes parce qu'ils le servent. Ça, si vous voulez mon avis, c'est une sacrée claque pour son père et son oncle. Eh bien, il a intérêt à joindre le geste à la parole, car deux autres de ces sales créatures se approchent à grands pas. Au lieu d'utiliser la magie de glace, cette fois notre garçon commande l'utilisation des ombres engloutissant l'arène de taillade noire. Cette capacité s'appelle la lame d'ombre et elle tranche tout dans son domaine. Un peu comme l'hôtel malveillant de Sukuna. Des têtes sont tranchées pendant que l'entité de la cape dévore leur corps. Ce truc les gobe littéralement comme du KFC et ne laisse que les os derrière. Le dernier orc observe avec une horreur absolue, réalisant qu'il est complètement foutu. Dale se moque de sa bravoure avant de le massacrer avec une balle de glace. Et voilà, le groupe est réglé. Malheureusement, même après avoir sauvé le chevalier, apparemment ce type a les jambes cassées et ne peut plus bouger. Quelque chose me dit que le gars va se faire virer à la seconde où ils rentreront. Notre garçon le porte comme une princesse et arrive sain et sauf haut la main. Le commandant Casque est plus qu'heureux de mener la charge complète au retour du garçon. Les forces de la maison Saxon sont plus motivées que jamais après avoir été témoins de l'épique démonstration de bravoure de leur jeune maître. Dans la scène suivante, on apprend que ces gars ont en gros éliminé toute la flotte d'orques hors champ. La mission est un succès, mais le duc a une affaire personnelle à régler avec son fils. D'un ton sérieux, il demande pourquoi son fils s'est précipité au combat de manière imprudente. Le visage du duc est plus agacé que jamais, tandis que le jeune maître réalise que son père est en fait en train de le gronder. Dale rappelle avec confiance à son père ses propres paroles quand il a dit qu'il mènerait un jour la cavalerie. Sa réponse à l'instant était tout à fait digne de cette résolution. Le duc dénonce instantanément la faible raison du garçon. C'est en fait une révélation pour le jeune maître car il sait que son père aime ses hommes. Attendez quoi, Dale contre-attaque en demandant à son père pourquoi il est resté là à regarder ses propres hommes mourir. Le duc explique que les chevaliers qui partent au combat ne s'attendent jamais à être sauvés par les autres. Ils connaissent les risques encourus, mais le garçon soutient qu'il aurait quand même dû essayer de sauver le pauvre type. Le duc le gronde avec colère, expliquant que son action venait de créer une attente parce qu'il a sauvé une personne. Le reste des chevaliers s'attendrait maintenant à ce que quelqu'un les sauve aussi. C'est un argument d'une force incroyable qui fait réellement sens dans l'esprit de Dale. Le duc se demande combien de chevaliers le garçon pourra bien sauver avec ce genre de mentalité. Dale reste sans voix, tandis que le duc saxon lui rappelle que les chevaliers s'entraînent pour ce devoir et qu'il n'interviendra que s'il les voit vraiment atteindre leurs limites au combat. C'est la forme de respect qu'il accorde à leur cause. Malheureusement, le paternel avance des arguments vraiment solides que le jeune maître est incapable de réfuter. Cette simple vérité était devenue évidente pour Hanong dans sa vie antérieure, mais il avait fini par l'oublier. Cela dit, le duc réconforte son fils, déclarant à quel point il est fier de l'esprit combatif de Dale. Il veut continuer à aiguiser cet esprit pour les batailles à venir,
leur discussion touchant à sa fin. La mission de subjugation est considérée comme un succès, et le groupe retourne au château. Peu de temps après, l'histoire d'un jeune garçon chargeant sur le champ de bataille pour sauver un chevalier est parvenue aux oreilles du peuple. Ces récits sont maintenant exagérés au point de créer des attentes irréalistes. Par exemple, les gens pensent que Dale a réussi à tuer 1000 orques à lui tout seul. Il ne pouvait échapper à la gêne en marchant parmi eux, mais au moins cela rendait les gens de son territoire heureux. Les jours passèrent, tandis que l'entraînement de Dale se poursuivait dans l'arène. Quand le petit fut découvert par les chevaliers, ils chantèrent ses louanges et le rendirent encore plus embarrassé. Helmet rit et dit au garçon de l'accepter avec joie. Ils levèrent le poing, célébrant la gloire de devenir encore plus fort. Leur esprit passionné plut à Dale quand soudain une servante arriva pour les informer de l'arrivée de nouveaux invités de la maison O'Hart. Notre garçon la remercie et a hâte de rencontrer une invitée spéciale. Parlons de la maison Marshall O'Hart. C'est une famille respectable fondée par le patriarche Bardel, l'épée divine. Juste après le début de la guerre d'unification, le patriarche Bardel fut balayé en même temps que sa maison. Dale remarque l'expression chagrinée de Helmet. Son oncle a en fait été formé par l'épée divine et guidé sur la voie de la chevalerie. Alors qu'il se dirige vers la salle du trône, le jeune maître comprend pourquoi son oncle pourrait être mal à l'aise. Le duc félicite son fils pour son entraînement assidu tandis que le majordome annonce l'arrivée des invités. Une dame blonde et sa fille marchent avec prestance. Aucune escorte en vue. Vanessa O'Hart saluait le duc avec respect, mais sa petite peste de fille est furieuse pour une raison quelconque. Elle a probablement besoin de manger un morceau pour se calmer. Charlotte provoque la pire scène imaginable, manquant de respect au duc en demandant pourquoi sa mère s'inclinerait devant ces gens. C'est le comble du manque de respect, mais le duc saxon n'y prête aucune attention. Au lieu de cela, il veut que son fils escorte Charlotte pour une petite visite du château, un devoir que le jeune maître est heureux d'accomplir. Notre doux et innocent garçon lui tend la main, mais cette petite teigne blonde est si en colère qu'elle repousse sa main d'un geste brusque. En fait, elle l'a repoussé si fort que la paume de Dale a enflé et rougi. Le duc saxon est furieux. Dame Helena est horrifiée tandis que la réalité frappe Charlotte de plein fouet. Au lieu de reculer, cette gamine les traite de nobles sans vergogne, creusant ainsi sa propre tombe. Vanessa gronde sa fille, exigeant qu'elle s'excuse immédiatement. Mais Charlotte quitte la pièce enragée. Vanessa se retrouve dans une situation humiliante alors qu'elle tente de rattraper le manque de respect flagrant de sa fille. Dame Helena demande ce qui a pu la rendre ainsi. Il s'avère que le comte Brandenburg, oui le même type qui a trahi Hansung, a été récemment affecté à leur territoire. Le gars est vénéré comme le chevalier sacré de l'Empire. Il est donc impossible de ne pas avoir entendu parler de lui. Mais beaucoup de gens le surnomment aussi le roi cochon, car ce scélérat cherche à planter sa semence dans une épéiste talentueuse juste pour créer l'héritier parfait. Actuellement, ce salaud a jeté son dévolu sur Charlotte, même si elle n'est qu'une enfant pour le moment. Ce type est un vrai pervers, et Vanessa souligne même que ce chevalier impie a déjà essayé de mettre la main sur elle une fois. La petite fille est en fait traumatisée, et bien qu'elle souhaite protéger sa fille. Vanessa est incapable de faire grand-chose. Leur famille est éradiquée, elle est donc une noble déchue. En fait, elle est venue ici aujourd'hui pour demander officiellement au duc saxon de faire d'elle une servante de la maison, juste pour que l'immonde Brandenburg ne puisse pas l'atteindre. Dehors, sur le terrain d'entraînement, il trouve Charlotte l'air énervé. Dale la traite sans la moindre impolitesse, ce qui la calme un peu. Elle lui demande même des nouvelles de sa main pendant que le jeune maître se dit qu'il n'a affaire qu'à une enfant. Finalement dégainant son épée d'un geste vif. Elle pointe sa lame vers lui, ordonnant à Dale de se battre avec elle. Cette invitation soudaine prend notre garçon au dépourvu, lui faisant réaliser que cette gamine s'en fiche complètement et fait tout ce qu'elle veut. Le jeune maître n'a pas vraiment de raison de se battre, mais cette jeune dame a entendu une tonne de rumeurs sur le gamin qui a sauvé une princesse chevalier du champ de bataille et massacré 1000 orques. Elle veut goûter à la victoire contre un adversaire puissant comme lui, afin d'être reconnue comme la plus forte de l'Empire. De cette façon, elle pourra prouver au monde que sa famille n'a pas besoin de l'aide de l'immonde comte Brandenburg. Au moment où notre garçon entendit son nom, son expression vira à la pure colère. Comment pourrait-il oublier ce salaud? C'est le type qui l'a poignardé dans le dos et a mis fin à sa vie. Il est clair pour lui que cette fille éprouve un grand dégoût pour le même ennemi, ce qui signifie qu'il y a une chance pour qu'ils deviennent alliés. Cependant, avant cette alliance, notre garçon veut humblement ramener cette fille à la réalité. Il décide de prendre une lame courte dans le tonneau et se moque de Charlotte, la traitant de simple enfant. Grâce à cette insulte, il l'a tellement énervée qu'elle veut se donner à fond contre lui. Une Charlotte à l'air féroce fonce à une vitesse fulgurante.
Bye. Pendant ce temps, Dale montre de légers signes de difficulté, analysant le style de combat de Charlotte. Elle est capable de dévier les coups et a un poignet agile pour des réflexes rapides. Elle est si impressionnante qu'une traînée d'aura se dégage d'elle. Charlotte manie une rapière bien trop grande pour sa corpulence, mais c'est grâce à son aura qu'elle peut l'utiliser avec agilité. Un mage génère du mana en le faisant circuler autour de son cœur, mais les chevaliers sont différents. Ils utilisent leur aura pour améliorer les capacités physiques de leur corps. Actuellement, Charlotte fait exactement ça et tente de le submerger. Son talent brut de chevalier est clair comme le jour. Elle exécute même une frappe précise, qui étourdit Dale malgré une esquive réussie. Le combat continue tandis que la jeune enfant capricieuse est convaincue de sa victoire. Jetons un coup d'œil à sa vie. Quelques instants après la naissance de la jeune fille, son père était déjà décédé. Vanessa, sa mère, lui racontait toujours des histoires sur ses exploits héroïques avant de dormir. Elle voulait la façonner pour qu'elle devienne la fière fille de la toute-puissante épée divine. Charlotte a commencé à s'entraîner sans relâche, dès son plus jeune âge. Et même après l'effondrement de sa famille, elle a refusé d'abandonner. Mais malgré sa résolution et sa détermination à toute épreuve, elle se fait constamment contrer par le garçon en face d'elle. La défense parfaite de Dale l'offense personnellement au point qu'elle prend trop de risques commettant une erreur. Profitant de l'occasion, le jeune maître dévie son arme, la projetant dans les airs, alors que le combat touche à sa fin. La puissante fille de l'épée divine subit sa première défaite. Se demandant comment elle a bien pu perdre, elle pleure son échec, tandis que le garçon en face d'elle lui inculque une leçon importante. L'erreur de Charlotte est de s'accrocher à l'identité de son père. Dale, lui, assène brutalement la prise de conscience qu'il avait prévue en soulignant à quel point son niveau de force actuel est assez faible. En fait, le comte Brandenburg est bien plus fort que la version actuelle de Dale. Vaincu et perdu, Charlotte le supplie de lui dire quoi faire ensuite. C'est à ce moment que Dale se déclare le protecteur de la maison O'Hart à partir de maintenant, assurant à la jeune dame que la maison Saxon la protégera jusqu'au jour où elle deviendra assez forte pour vaincre Brandenburg. Perplexe, Charlotte lui demande pourquoi il ferait tant pour elle. Le jeune maître explique qu'elle en vaut la peine tant qu'elle jure fidélité à leur maison. Essuyant ses larmes, elle accepte l'offre et s'agenouille devant le jeune maître, promettant de le servir en tant que chevalier. Même si cela semble être une promesse vaine et enfantine, Dale pouvait sentir la résolution écrasante derrière cette promesse et comprenait ses sentiments. Par la suite, notre garçon est allé voir son père pour l'informer officiellement de l'installation de Charlotte comme nouvelle servante. Le duc est surpris de voir à quel point la jeune fille a changé d'attitude. Dale dit simplement à son père qu'ils ont fait une promesse entre eux, un serment de protéger la maison O'Hart. Cette révélation agace le duc et il demande si Dale a utilisé le nom de leur famille par pitié. Le jeune maître nie fermement une telle idée et révèle un idéal encore plus grand. Il veut obtenir le talent de l'héritage de l'épée divine. Ce serment va créer une nouvelle épée divine qui deviendra un jour une force puissante pour leur famille. Impressionné par cette réponse, le duc fait l'éloge de son fils. Dale est heureux de s'être fait une nouvelle alliée et pense que cela blessera même l'ego du comte Brandenburg. En parlant de cet homme immonde, il est à Malberg hurlant à plein poumon après avoir appris la nouvelle de la récente association de la jeune fille. Le chevalier impie est furieux que ces hommes inutiles n'aient même pas pu capturer une seule fille. Même après avoir envoyé des assassins, il s'avère que leurs hommes ont été tués avant même d'envahir la maison Saxon. Cela signifie que Charlotte a dû les tuer. Enragé, le comte Brandenburg saisit son épée. Étreignant son arme, il revit le souvenir joyeux de sa trahison envers Hansung sur le champ de bataille, en véritable psychopathe. Cet homme est littéralement obsédé par son épée, l'appelant sa fiancée et la caressant. À ce stade, il pourrait tout aussi bien se la mettre là où je pense. Il a une obsession maladive pour que son arme soit héritée par un successeur compétent. Le comte Brandenburg ordonne à son serviteur de contacter la guilde des voleurs. Son intention est d'envoyer encore plus d'hommes sur le territoire de la maison Saxon. Il est même prêt à leur signer de gros chèques juste pour mettre la main sur Charlotte. Une semaine s'est écoulée depuis que Charlotte a prêté son serment de servitude. Elle a dû s'entraîner sans relâche pour devenir une servante digne de ce nom. Elle a aussi combattu notre héros pour s'entraîner au combat physique. Home a observé leur duel alors qu'ils s'affrontaient à nouveau. Dale s'est battu avec une épée courte et a pris l'offensive 7 fois, la forçant à parer vivement. Le maître d'armes a remarqué qu'elle était dépassée, mais il n'aurait jamais imaginé qu'un duel aussi féroce puisse avoir lieu entre deux enfants. Bien qu'on ne puisse les comparer à de vrais chevaliers, leur pure intention meurtrière se mariait bien avec leurs réflexes vifs.
Le jeune maître saisit soudainement sa cape avant de dévoiler son arme. C'est une manœuvre intéressante, une manœuvre qui surprend Charlotte. Elle essaie de le poignarder, mais Home intervient et arrête le combat. Bien que le chevalier complimente la jeune fille, elle refuse les éloges creux et demande un avis immédiat. Home commence par demander si la jeune demoiselle connaît l'essence de son arme. Jusqu'à présent, elle ne l'utilisait que comme une arme d'estoc, mais en réalité, la véritable essence de son arme reposait sur son impressionnant jeu de jambes. Le truc avec Dale, c'est qu'il esquivait ses attaques tout en gagnant du terrain sur elle. Au moment où elle s'est sentie dépassée, Charlotte aurait dû creuser la distance entre eux. Le problème avec la défense à la rapière, c'est qu'elle perd rapidement en précision. Malheureusement, à en juger par la situation, Home révèle que Charlotte va devoir retravailler entièrement son style de combat. Même sa posture et sa façon de se battre sont pleines de failles. La jeune fille est fait la moue. Elle n'a jamais vraiment eu de professeur digne de ce nom, donc personne n'a pu corriger ses erreurs. Et Home la taquine même en qualifiant son style de drôle de façon de porter des coups. Charlotte est humiliée pendant qu'il rit. Il assure à la jeune demoiselle qu'il ne fait que la taquiner. Pendant ce temps, notre héros se demande à quel point elle va s'améliorer après avoir été entraînée par l'un des plus grands maîtres d'armes des environs. Il pense qu'il est possible que Charlotte le surpasse complètement à un moment donné. Dans la scène suivante, nous plongeons dans l'entraînement à la magie. Dale comprend que le processus pour construire plus de cercles de mana est le même. Sauf qu'il y a un problème, ça prend un temps fou, voire des décennies pour s'améliorer. Le plus choquant, c'est ce que Sephia apprend que le jeune maître prodige a déjà complété son deuxième cercle. Dans ce monde, les cercles de mana se mesurent en temps TPM, soit des tours par minute. Un mage ordinaire a environ 300 TPM, mais pour notre héros, son premier cercle à lui seul atteint 2000 TPM et son deuxième est actuellement à 400. Un nouveau cercle requiert toujours un minimum de 300 TPM. Ce qui signifie que Dale remplit même les conditions pour accéder au troisième cercle. Il est tout excité à l'idée de tenter une nouvelle expérience. Après avoir atteint le deuxième cercle, le jeune maître sort sa technique de la balle de glace. D'abord, il augmente sa puissance en accroissant sa dureté. Ensuite, il vise l'arbre le plus proche, accélérant la rotation de la balle pour augmenter sa vitesse. Et voilà que la première balle perforante est tirée avec une telle capacité de destruction qu'elle pulvérise un arbre. Le jeune maître est stupéfait par le niveau de sa propre amélioration, trouvant beaucoup plus facile de contrôler la balle. Sa professeure Sophia est fière de son talent, tandis que Dale lui attribue tout le mérite pour ses conseils. Elle songe même à quel point ce jeune génie est plein de surprises et utilise toujours son pouvoir pour la bonne cause. Sa force la terrifie dans une certaine mesure, mais au final, Sophia lui fait confiance à un niveau très profond, l'étreignant comme son fier élève. Dale, pris au dépourvu, et trouve cela vraiment inconfortable, étant donné qu'il était un homme adulte et accompli dans sa vie antérieure. Plus tard le même jour, notre gars se retrouve un peu chamboulé à cause de sa professeure. Il commence même à se demander si Sophia le voit vraiment comme un simple enfant. Et franchement, c'est l'explication évidente, mon gars. Chassant les pensées inutiles, le jeune maître se concentre sur son entraînement. Notre gars utilise l'emblématique « Levez-vous » de Song Jin-woo pour invoquer un mur de glace. Ensuite, il teste l'intégrité de sa défense en lançant un barrage de balles de glace style fusil à pompe. Chaque balle ricoche directement sur le mur, retournant vers Dale. Le jeune maître utilise sa barrière pour se défendre et se demande s'il devrait expérimenter avec une balle slug la prochaine fois. Soudain, Charlotte surgit des bois. Elle cherchait à le trouver et a récemment commencé à pratiquer le jeu de jambes sophistiqué sous la direction de Helmet. Le jeune maître peut voir qu'elle aime vraiment apprendre l'escrime. Mais Charlotte est en fait venue ici dans un but différent. Le visage rouge, elle commence à s'excuser pour son comportement grossier. Elle a réfléchi et a réalisé à quel point elle s'était mal comportée. Au lieu de lui laisser un peu de répit, notre gars était carrément d'accord sur le fait que c'est une gamine mal élevée, brisant son ego. En même temps, il lui pardonne et lui demande de le traiter de manière décontractée comme avant. Un peu plus tard, ils passent du temps ensemble. Charlotte parle avec passion du temps frais, appréciant le vent pendant l'entraînement. Notre garçon se sent heureux. Enfin, il a trouvé une compagne qui ressent la même chose que lui. Chose amusante. Les parents de notre garçon sont déjà en train de shipper ces deux-là en regardant la scène. Dame Helena a l'intention de garder un œil sur eux et aspire même à aider Dale à réaliser ses sentiments un jour. Dans la scène suivante, nous sommes à la périphérie du duché. Helena montre à son fils ce que signifie aider les pauvres. Chaque semaine, elle fournit consciencieusement de la nourriture aux démunis et les aide à trouver du travail. Dale et Charlotte ont commencé à l'accompagner à partir de cette année. Soudain, la blonde remarque un garçon en pleurs qui supplie de l'aide. La mère du garçon est en danger et il implore désespérément Charlotte de l'aider. La situation semble mal partie et notre garçon sait qu'ils sont menés dans un piège. Ils ne sont même pas accompagnés par des chevaliers et cette ruelle n'est pas sûre
Le plus suspect, c'est que l'enfant a refusé de contacter un adulte et a entraîné Charlotte à la place. Dal observe les environs. Il y a un type de la guilde des voleurs assis sur un toit. Notre garçon réalise immédiatement qu'ils sont encerclés par les hommes de Brandenburg. Le même gamin qui avait fait l'innocent prétend soudain devoir aller chercher sa mère. Il disparaît et un groupe d'hommes suspects surgit pour capturer les enfants. Il ne se soucie guère du garçon et ne s'intéresse qu'à l'enlèvement de Charlotte. Mais notre héros veut en découdre. Alors que cette ordure puante aux cheveux verts menace de lui ôter la vie, le jeune maître réaffirme sa promesse de protéger la fille unique de la famille O'Hart, surtout contre cette vermine. Leur chef loue sa chevalerie enfantine et laisse ses hommes donner personnellement une leçon à ce gamin arrogante. Il pense que Dale a besoin d'une leçon de douleur pour apprendre à quoi ressemble le vrai monde. Charlotte sent le danger d'autant plus qu'elle n'a même pas d'épée sur elle. Le jeune maître lui assure que la situation est sous contrôle. En fait, c'est l'occasion parfaite pour lui de tester la nouvelle technique de son artefact de premier ordre. 2 hommes leur sautent au-dessus, par l'avant, 2 par l'arrière. Avant même qu'ils ne puissent lancer le premier assaut, des vrillés noirs commencent à s'enrouler autour de leur corps. Ils les tailladent, tranchant à travers les ombres pendant que Dale observe attentivement. Le chef des voyous est le seul à comprendre et hurle à ses hommes stupides d'esquiver à la place. Dale est impressionné par les capacités d'observation de ce type, se demandant même s'il est de haut rang. Il s'éloigne rapidement, mais le type qui a essayé de les trancher finit par se faire massacrer sans pitié. C'est la nouvelle technique que Dale a acquise après avoir atteint le 2e cercle. Elle crée des ombres parasites autour de ses victimes, des ombres qui peuvent se déplacer seuls et envahir leur corps. Par exemple, le type qui est attrapé est littéralement dévoré. Son âme est aspirée jusqu'à ce qu'il devienne une créature des ténèbres. Ce type est 10 fois plus effrayant que le pauvre. Wolverine est à la taille de Hulk. Je démissionnerais si j'étais à la place de ces gars. Le monstre mort-vivant a une faim de loup pour son petit déjeuner, tandis que ses amis expriment leur horreur. Le chef les envoie à la mort pour tuer la bête. Même si c'est le jeune maître du duc de Saxon, une seule lame suffirait à le tuer, n'est-ce pas? Il s'est donc jeté sur le garçon pour le coincer, l'intimidant en se pavanant comme un pigeon ridicule. Le mec se croit dans Naruto et lance ses kunai, agissant comme s'ils étaient inarrêtables. Dale les bloque nonchalamment et utilise une chevrotine de calibre 12 pour transformer ce type en passoire. Je veux dire, ce type essaie maintenant littéralement une tranche de gruyère. Charlotte regarde notre héros mettre une raclée monumentale à ses amateurs. Son monstre mort-vivant de compagnie sème également le chaos. D'ailleurs, l'attaque précédente était un peu exagérée. En réalité, ce type n'est pas vraiment devenu une tranche de gruyère grâce à son aura épaisse. Le mec pense toujours qu'il a une chance, alors il fonce tête baissée. Le résultat, il se fait couper en deux comme un Kit Kat à la Gojo Satoru. Dal s'approche de son nouvel animal de compagnie qui dévore littéralement un corps humain. Le gamin prend des nouvelles de Charlotte se demandant si elle va bien. Il semble qu'un des voyous ait survécu à l'assaut, tandis que le reste de ses amis a été réduit en miettes. Même en s'occupant de l'état de Charlotte, notre héros utilise nonchalamment une balle de glace pour arracher la jambe de ce type. Le mec n'aura jamais besoin de fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Le voyou terrifié propose même de tout révéler sur les intentions de leur groupe, mais Dale est un meurtrier de sang-froid. Il lui met une balle dans la tête et exprime un mépris total. Le mec gère les choses complètement à l'américaine à ce stade. Le jeune maître explique que ces gens sont les ennemis de leur maison, les responsables de la terreur qu'ils sèment. Cependant, il lui promet qu'il protégera Charlotte et lui demande si elle a peur. Bien qu'elle admette être effrayée, elle est aussi heureuse que notre garçon se soit battu si durement pour la protéger. Depuis qu'ils ont fait ce serment, elle s'est sentie convaincue. Elle voulait protéger sa maison de la même manière qu'il avait juré de protéger la sienne. Charlotte aspirait à devenir encore plus forte pour le bien du jeune maître. Ces mots l'ont laissée sans voix. Vous voyez, la vraie raison pour laquelle notre garçon l'a recueillie est profondément liée au sombre futur qui s'est produit il y a 24 ans. Hansung se tenait devant son père quand celui-ci a connu sa fin, mais maintenant il veut corriger le passé en la gardant près de lui. Charlotte lui a pris la main alors qu'il formait un lien encore plus fort que ce que Dale avait initialement espéré. Quant au comte Burger, le mec est complètement furax en apprenant la nouvelle de leur échec. Il a personnellement reçu une lettre du duc de Saxon avec l'intention d'avoir une petite discussion privée avec l'homme. Les mots du duc sous-entendent déjà qu'il est au courant des manigances de ce salaud. Brandenburg sait que même avec sa position d'épée divine, il est tout simplement incapable de refuser une telle offre. Les jours ont passé et nous arrivons au château. Brandenburg est venu ici, son visage paraissant plus inquiet que jamais. Le duc de Saxon le nargue et leur souhaite humblement la bienvenue dans son château. L'épée sacrée feint la sincérité et assure au duc que c'est un plaisir pour lui d'être là. Mais ce clown est déjà enragé à la vue de Charlotte et Dale.
Le chevalier sacré commence par aborder la récente tentative d'enlèvement. Il en rit, agissant comme si c'était une blague, que les choses aient dégénéré à ce point, et fait même comme si son nom avait été faussement accusé dans cette affaire. Le plus puissant nécromancien de leur ère répond avec un voile d'ombre pulsante. La pression submerge le chevalier sacré et ses hommes. C'est seulement grâce à sa puissante épée que ce type parvient à bloquer l'attaque. Mais pour ces hommes, il s'évapore littéralement en pure poussière, subissant la mort la plus brutale. Le comte Brandenburg est stupéfait par l'étendue des pouvoirs du duc. Son visage se fige de terreur, sachant qu'il a trop joué avec le feu et qu'il est sur le point d'en payer le prix. Le duc de Saxon vient d'utiliser un sort de magie noire avancé pour vaporiser des chevaliers experts. L'épée sacrée laisse tomber les formalités et implore sa pitié, mais le duc lui ordonne de se mettre à genoux. Brandenburg essaie de raisonner le duc, soulignant à quel point ses actions sont brutales, mais le papa de Dale est royalement furieux et lui ordonne de se mettre à terre. Il est même prêt à déchaîner un autre sort si le comte refuse son ordre. La démonstration de la puissance intimidante du duc suffit à forcer l'épée sacrée à s'agenouiller. Même lui ne s'attendait pas à ce que les choses tournent aussi mal pour lui. Tel le bon toutou qu'il est, il s'agenouille devant le duc, qui lui fait savoir que c'est sa seule chance de faire la paix. En plus de cela, il prévient le chevalier sacré que s'il ose à nouveau toucher aux enfants de la maison Saxon, il éradiquera personnellement chaque membre de sa maison jusqu'au dernier. Après une raclée psychologique et une humiliation en règle, le duc dit d'un ton menaçant à Brandenburg de se reposer un peu. Le chevalier sacré refuse cette offre, déclarant qu'il a des affaires urgentes à régler et qu'il doit quitter le territoire. Le duc lui fait ses adieux alors que le pathétique chevalier part la queue entre les jambes. Dale a le plus grand sourire aux lèvres. Le gaz adore voir son père rabaisser l'ego de ce connard pour une fois. Cependant, ce moment précis est destiné à créer un effet papillon qui va bientôt tout bouleverser dans l'Empire. Les choses commencent toujours petits, mais ensuite le feu se propage et tout le monde brûlera. À ce moment-là, une version plus âgée de Dale devra finalement vaincre l'épéiste sacré. La nouvelle de l'humiliation de l'épéiste sacré devant le duc de Noir secouera le monde entier. Le père de Dale dévoile soudainement un tas de corps. Ce sont tous des cadavres morts en combattant Dale. Séphia est frappée d'une horreur absolue, en découvrant avec quelle cruauté un simple enfant a massacré ses hommes. Ils étaient criblés de trous. Leurs organes étaient détruits et un moment de doute l'envahit. Elle craignait que ces enseignements n'aient accidentellement créé un monstre. Le duc de Noir comprend que son fils a besoin d'être guidé avec sagesse dans la bonne direction. Pour ce rôle, il la nomme ouvertement conseillère en chef. En d'autres termes, on lui donne une position officielle au sein de la maison Saxon au lieu d'agir simplement comme la professeure du garçon. La croissance de Dale dépend de la manière dont Sophia parviendra à le façonner. Même le duc comprend qu'il ne peut pas élever son fils parfaitement. Ce n'est que grâce à son aide que le garçon atteindra un plus grand potentiel. Sophia comprend le rôle qu'elle doit jouer, et cette fois, elle a l'intention d'apprendre la façon dont Dale voit le monde, ce qui lui indiquera quoi faire ensuite. Le temps passa, et finalement le jeune maître eut 10 ans. La célébration de l'année dernière était différente, car cette fois des nobles importants de la cour de l'empereur étaient également venus. L'invité le plus distingué de tous était une figure établie, le marquis Urus, qui a exprimé un vif intérêt pour notre garçon. Revenons quelques minutes en arrière. Les nobles tout autour étaient impressionnés par l'événement organisé par la maison Saxon. Les nobles les plus importants de la capitale appartenaient à la faction de l'empereur. Ces personnes influençaient toutes les décisions importantes prises à travers l'Empire. Il était clair comme de l'eau de roche pour notre garçon pourquoi ces individus rusés étaient venus à son anniversaire. C'était en fait pour avertir la maison Saxon. Un message subtil de la famille royale indiquant qu'ils surveillaient et qu'ils n'ignoreraient pas ce qui est arrivé au comte Brandenburg. Eh bien, l'homme qui se tient devant notre garçon, le marquis Urus, a en fait été choisi pour le rôle de messager. C'est lui qui mène cette mission secrète et il se présente sans gêne au fils du duc. Le seigneur Crimson est en réalité le maître de la Tour Rouge, connu pour son pouvoir écrasant. La Tour se spécialise dans leur philosophie de tout dominer avec force. C'est aussi pourquoi ils sont devenus des dirigeants impitoyables, à l'ambition démesurée. Même dans sa vie passée, Hanung a fini par être torturé par les mages de la Tour Rouge. À un certain moment, le marquis Urus salue et le génie prodige, qui est devenu le sujet de toutes les conversations dans l'Empire. Il souligne même les rumeurs exagérées selon lesquelles le jeune maître aurait anéanti 1 millier d'orques. Dale accepte tous ces compliments avec un sourire et souhaite au marquis de profiter de la soirée. Peu de temps après, il se retrouve dehors pour prendre l'air. Comme toujours, Bro est un introverti de classe triple S qui déteste être entouré de gens. En fait, il est plus intéressé par l'entraînement en ce moment que par la fête. Il y a aussi le risque que quelqu'un découvre son identité le jour de son anniversaire,
surtout avec des nobles douteux qui l'espionnent, sans déjà. Soudain, le jeune maître entend une femme crier. Il entend aussi un homme tenter d'abuser de la servante. Agissant rapidement, ce gars se précipite pour découvrir ce qui se passe. Il s'avère qu'une pauvre servante de la maison Saxon est agressée par un gros Skoll qui ne peut pas garder ses mains pour lui. Ce salaud a l'audace de sortir un couteau, menaçant de lui ôter la vie. Il n'y a personne autour pour aider la servante, surtout que tout le monde est occupé à profiter de la fête. Dal arrive juste à temps et attrape le pervers en flagrant délit. L'arrivée inattendue du jeune maître terrifie ce gros rouquin. Le gamin s'avance vers ce noble arrogant qui a l'audace de proposer une leçon au fils du duc. Il veut utiliser la servante comme exemple pour montrer au gamin comment les adultes font l'amour. Dal est complètement furieux et pointe son doigt vers le noble. Il assure à sa servante qu'elle sortira bientôt de ce pétrin et charge son cercle magique de mana. Le jeune maître sait que ce monde suit une hiérarchie stricte, donc personne ne pourrait imaginer qu'il tente de mener une attaque. Dale tire une balle de glace qui frôle simplement le visage du noble, le faisant assez peur pour qu'il tombe sur le cul. Même avec la hiérarchie, le jeune maître refuse d'abandonner sa morale même s'il a fini par agresser un noble au service de l'empereur en lui infligeant une belle égratignure au visage. Le noble confronte les actions imprudentes du jeune maître, mais Dale en a fini de jouer au jeu de la raison avec un cochon. Comme l'animal qu'il laisse, il ordonne à l'homme de se mettre à genoux. Le noble tente de défier l'ordre, mais notre garçon le rugit une fois de plus. Tel père, tel fils. Dal humiliait le noble en lui ordonnant de se mettre à genoux et de s'excuser auprès de la servante. Le salaud est stupéfait par l'audace du garçon et rappelle poliment au jeune maître qu'il est un représentant de l'Empire. Il insulte même la servante, la traitant de roturière, et affirmant que son agenouillement serait une insulte à l'empereur. Dal le coinçant demande sarcastiquement si l'empereur aime aussi tripoter des femmes dans sa cour. La remarque est si insultante que le noble crie sur Dale. Inattendu, le duc arrive ainsi que les autres nobles. Lord Crimson est diverti par la scène et lance des commentaires juste pour énerver le duc. Le père de Dale explose de colère rugissant contre son fils. Le jeune maître annonce que cet homme a agressé la servante de la maison Saxon. C'est particulièrement décevant que son père ne prenne même pas le parti de son propre fils ici et conserve le respect de Lord Pro en prenant son parti. Dal continue de menacer le noble prétentieux de rester à terre. Il semble qu'il se fiche des ordres de son père. Au lieu de cela, le garçon s'oppose au duc, s'exclamant que leurs invités sont censés agir avec intégrité, même à la cour royale. Mais ce rouquin dégoûtant a brisé tous les serments en agressant une servante, portant ainsi un manque de respect à la maison Saxon. C'est pourquoi il ne pouvait pas laisser ce salaud s'en sortir si facilement. En entendant tout cela, Lord Crimson brise son silence. Il se range en fait du côté du jeune maître, exprimant qu'il est honte. Pour punir, Promarcus allume une flamme et déclare son intention de le faire griller vif. L'insecte sans défense prend la fuite, suppliant qu'on l'épargne. Mais le maître de la tour de magie rouge est un homme impitoyable et ses flammes n'épargnent personne. Elles se dirigent vers Pro, brûlant son corps alors qu'il se tord de douleur. Le noble est réduit en cendres, tandis qu'Urus félicite le garçon d'avoir dit la vérité car c'est le seul moyen d'extirper les taupes de la famille royale. Le seigneur cramoisi attend avec une impatience particulière l'avenir de Dale, mais cela ne fait que montrer à quel point la force de cet homme est réellement menaçante. Avec le temps, l'agitation s'est calmée. Les nobles de la cour royale se sont apaisés et ont quitté la maison saxonne. Le temps a passé et finalement Yves est venu réveiller le jeune maître de son sommeil. Il l'a remercié de l'avoir aidé, mais Yves se sentit troublé et son visage montrait de la tristesse. Dale lui demande ce qui ne va pas, poussant la servante à le remercier pour sa bravoure. Elle se sent vraiment reconnaissante de le servir. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle veut dire et le jeune maître peut le lire sur son visage. Grâce à son expérience acquise dans 2 mondes, il peut dire quand les gens cachent quelque chose. Dal la remercie nonchalamment, se rappelant qu'en tant que fils aîné de la famille, il doit agir avec intégrité tant que cela sert son objectif de détruire l'Empire. D'ailleurs, son père l'a rapidement convoqué dans son bureau. Il commence à trouver le comportement récent de Dale étrange, remettant en question les décisions du garçon. Dans un effort pour comprendre le duc, Dal demande ce qui ne va pas. Il révèle un fait surprenant, expliquant comment le héros venu de l'autre monde a fini par trouver la mort aux côtés de Bardel. Si cela ne s'était pas produit, il était clair que le prochain héros serait issu de la maison Saxon. Ce fait provoque littéralement un choc chez son père, et il nie une telle affirmation. Dal répond avec assurance, se remémorant qu'il avait en fait entendu parler du complot de l'Empire contre la maison Saxon dans sa vie antérieure. L'Empire a intentionnellement poignardé Hanung le héros dans le dos, sachant qu'il deviendrait un obstacle s'il passait du côté adverse. Bien que Hanung ait vaincu le roi démon de manière convaincante et apporté la paix au monde, l'Empire n'a pas réussi à éliminer le domaine du roi démon. Au lieu de travailler à l'élimination du domaine,
Ils ont commencé à le transformer en un territoire personnel. Ils ont même demandé des sacrifices à la cavalerie du duché de Saxe pour servir leur cause et ont offert la terre au duc. Leurs inquiétudes ne cesseront jamais, surtout que le mal de cette terre n'a pas été purifié. De plus, la réputation de la maison est entachée d'une perception maléfique. Les gens les appellent la maison des ténèbres. L'Empire a abandonné son propre héros et finira par agir contre la maison saxon pour éliminer toute menace. La confession soudaine de Dale sur l'abandon du héros par l'Empire stupéfie son père. Il souligne qu'il s'agit de ses déductions personnelles, mais en réalité, il parle de la vérité qu'il a vécue. Dans les archives officielles, il est écrit que le héros est mort en combattant l'épée divine. Le duc est sidéré par la profondeur des connaissances du garçon, car seules quelques personnes connaissent la vérité, telle vérité sur la mort du héros. Dale avance sa théorie, affirmant que, s'il a raison l'Empire, prévoit également de les éliminer à terme. C'est une force d'oppression qui s'empare lentement des nations faibles. Les paroles de sagesse du garçon de 10 ans laissent son père sans voix. Recherchant la sagesse du garçon, il demande conseil à l'enfant sur leur prochain coup. Dale souligne un fait simple. Ils ne pourront jamais coopérer ou coexister avec l'Empire. La seule conclusion logique, anéantir l'Empire avant qu'ils n'anéantissent leur maison. Voilà une bombe à laquelle son père ne s'attendait pas du tout. En entendant des paroles aussi provocatrices, le duc adopte un ton sérieux dans ses paroles, demandant si le garçon comprend le poids de sa suggestion ridicule. Le jeune maître avoue qu'il ne demande pas une armée rebelle immédiate pour prendre le contrôle de l'Empire. Au lieu de cela, il envisage l'avenir sur 10 ans. L'état actuel des groupes de résistance est déjà assez alarmant pour l'Empire. Ensuite, il y a des vassaux comme le duc qui craignent déjà que l'Empire ne trahisse leur maison. Puis, il y a l'état corrompu, de l'économie et la montée des bandits. Finalement, d'ici 10 ans, il y aura suffisamment de groupes et de forces qui s'allieront à la maison saxon dans un effort commun pour détruire l'Empire. Dale a discuté en détail de chaque aspect de son plan avec son père pendant des heures, jusqu'au coucher du soleil. Finalement, il a demandé l'avis du duc noir. D'abord, il est resté sans voix, puis cet homme s'est mis à rire. Il a ri du rire le plus libéré du monde, admettant à quel point il était fier des talents de son fils. Il était clair pour lui que son fils pouvait voir des perspectives que lui-même ne voyait pas. Le duc voulait traiter le garçon comme plus que son fils. En fait, il l'a officiellement désigné comme son unique et véritable héritier, l'homme destiné à diriger un jour la maison saxon à sa place. Dale est également fier de ses accomplissements. Il avait travaillé longtemps et durement pour que ce jour arrive. L'avenir où il pourrait manipuler la maison à sa guise était maintenant en vue. Le père du garçon lui a donné la permission totale de dire ce qu'il voulait, lui permettant d'influencer les décisions de la famille. Dale savait qu'il se tenait maintenant d'égal à égal avec son père. Son premier ordre, c'est une demande pour passer l'épreuve de la tour à Nécropolis. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une épreuve facile. C'est un jeu qui détermine le rang d'une personne parmi les autres mages en compétition et les gardiens de la tour de magie. Vaincre des gardiens de plus haut niveau augmente encore votre rang jusqu'à ce que l'on puisse finalement obtenir le rang d'ancien de la tour. Les personnes qui la surmontent tout en haut se voient accorder le titre de maître de la tour de magie. Le duc est d'accord avec cette décision, mais il craint pour la vie de son fils. La tour représente un risque pour quiconque la défie, surtout que Dale n'a pas encore complété son 3e cercle. Le garçon affirme avec conviction qu'il franchira bientôt le 3e cercle. Normalement, cela n'est réalisable que pour un mage dans la vingtaine. Même pour un génie prodige comme Dale, ce ne sera pas une tâche facile. Mais le gamin est déterminé à faire ce choix pour le bien de sa maison. D'abord, il conquérera l'épreuve de la tour et prouvera sa force au monde entier. De cette façon, personne ne pourra remettre en question l'autorité de Dale en tant qu'héritier du trône. Le duc réalise que son fils est rusé et veut maintenir une réputation éblouissante aux yeux du monde. Souriant, il fait confiance au jugement de Dale, provoquant une expression joyeuse chez notre garçon. Quelques jours après cette discussion, nous arrivons dans la cité de la mort. Escorté jusqu'à la ville, le duc de Saxon sort de la calèche et est salué respectueusement par tous. À ses côtés se trouve sa version miniature Dale qui réalise qu'il va s'en prendre plein la figure à cause de ce défi difficile. Les gens ici chantent déjà les louanges du fils du duc, le jeune maître, au potentiel inégalé dans l'Empire. Certains se chamaillent à propos du garçon, doutant de ses capacités. Ils qualifient net même les compétences de Dale de blague, incapable de croire que ce gamin est au niveau des chevaliers de la cavalerie. Vélic, le diplômé de l'Académie, il se croit fort et l'un des favoris pour remporter l'épreuve. Le duc et son fils sont accueillis par Aéris, une escorte et une ancienne de la tour. Elle s'occupe de toutes les tâches administratives en l'absence du duc noir. Le père de Dale dit à notre garçon qu'elle va s'occuper de lui pendant toute la durée de l'épreuve. Dale suit Aéris
et découvre les 59 autres diplômés de l'Académie qui s'apprêtent enfin à passer cette épreuve à ses côtés. Dévoilant l'arène, elle lui montre les candidats qui seront ses concurrents. C'est un colisée gigantesque abritant des candidats impressionnants. Ensuite, Aerys s'avance pour saluer officiellement les participants. L'organisatrice, c'est donc son rôle d'expliquer le premier niveau de l'épreuve. Elle commence par expliquer le but du collier de vie. L'épreuve se déroulera essentiellement sous la forme d'un battle royal où les points de vie détermineront les gagnants et les perdants. Le collier protégera le porteur des dégâts réels d'un sort. Mais si un candidat est touché de plein fouet par le sort d'un adversaire, le collier activera son bouclier et confirmera l'élimination du candidat. En d'autres termes, un seul bon coup, et votre adversaire est éliminé du tournoi. L'attaquant qui réussit le coup gagne un nouveau point pour son propre collier. Toute personne ayant 3 points ou plus atteindra le niveau suivant de la tour. Enfin, il n'y aura aucune utilisation d'artefacts pendant l'épreuve, ce qui signifie que notre garçon ne peut pas tricher en utilisant sa cape surpuissante. Dal réfléchit aux règles et réalise que c'est le moyen le plus simple d'éliminer les concurrents les plus faibles dès le premier tour. Son regard se porte sur le côté où un groupe de candidats le traite de monstre pour avoir atteint le 3e cercle à l'âge de seulement 10 ans. Ils ont déjà décidé d'éliminer le jeune maître en premier. Certains se moquent même de lui, se demandant s'ils ont le droit de s'en prendre à un enfant pendant le tournoi. En tant que concurrent du même tournoi, ils devront l'éliminer. Dale se contente de sourire. Le gars est prêt à en découdre. Dès que l'épreuve commence, ceux qui sont les plus proches de Dale ciblent instantanément notre garçon. Un candidat lance un sortilège sombre et ressuscite un cadavre devant lui. Il en va de même pour les autres candidats, qui utilisent tous des cadavres pour attaquer. Un peloton entier d'entre eux s'en prend maintenant au jeune maître. Dal attend la première frappe alors qu'un des zombies l'attaque avec son épée. L'attaque essaie déviée de manière surprenante. Tout cela grâce au mort vivant que notre garçon a lui-même invoqué. En fait, cette créature a aussi les griffes emblématiques de Wolverine. Cette créature morte vivante est plus grande et plus féroce que les autres. Son aura émet l'attribut de l'eau gelant les monstres environnants. C'est à ce moment que ces nuls réalisent qu'ils avaient en fait affaire à un mage à double élément. Le monstre de Dale lacère le soldat mort-vivant gelé. Un de ses adversaires essaie de le viser depuis son angle mort, mais le mort-vivant de Dale intervient et bloque les dégâts à sa place. Grâce à l'armure de glace sur son dos, il n'y a en fait aucun dégât subi. En représailles, le soldat de Dale écrase un autre monstre d'un coup net. Le même nul qui faisait le malin plus tôt à son sujet commence soudainement à traiter notre garçon de tricheur pour avoir utilisé l'élément de l'eau. Le soi-disant meilleur diplômé déclare que seule la magie de la nécromancie est autorisée dans cette compétition. Dal confiant exprime que rien dans le règlement ne l'empêche de renforcer ces monstres avec d'autres types de magie. Jusqu'à présent, personne ne l'a disqualifié, ce qui signifie que Aerys a autorisé son utilisation de l'attribut de l'eau. Acculé par la logique, le perdant et ses amis envoient leurs 3 soldats s'attaquer à Dale en même temps. Avec autant d'entre eux attaquant en même temps, leur stratégie est de submerger le jeune maître par le nombre. Malheureusement, Dale ne peut utiliser aucun artefact dans cette situation. Il évalue donc ses options avant que les zombies ne le mettent en pièces. Utilisant sa seule et unique méthode, le jeune maître se lance dans la bataille, fonçant au-delà des 3 zombies. Ensuite, il en vise un autre avec une épée et esquive rapidement sa première attaque. La lame étant bloquée, Dal renforce son coup de poing avec de la magie noire et abat un point puissant sur le bras de la créature. Cela l'aide à libérer l'épée et finalement à découper la créature en morceaux. Les perdants restent sans voix. Ils voyaient un simple gamin découper des géants, imposants comme si de rien n'était. Dale a même contribué à renforcer l'épée d'os pour augmenter sa durabilité. Avec cette arme nouvellement améliorée et plus puissante, il jette son dévolu sur sa prochaine cible. Le soldat mort-vivant frappe le sol, mais manque le jeune maître qui bondit juste au-dessus pour une descente aérienne y mettant toute sa force. Dal le transforme en brochette. Vous devriez voir la tête de ce perdant humilié après que ses soldats aient été anéantis. Une fois les soldats tués, Dale fonce facilement sur les candidats et leur assène des coups nets à tous. Finalement, il ne reste plus que le punk blonde, acculé par un enfant qui n'est pas seulement un mage double, mais aussi un épéiste compétent. Notre garçon prend un grand plaisir à lever son épée à quelques instants de le poignarder. Ce type commence même à supplier le jeune maître de l'épargner. Mais notre garçon s'en fiche complètement, surtout qu'il peut le tuer, sans vraiment le tuer dans l'épreuve. L'épée frappe sa tête et la laisse toute enflée. L'arène étant terminée, Dal éradique chaque combattant et obtient 60 points de vie tout seul. Regardant le public, il espère qu'ils observeront chacun de ses mouvements alors qu'il domine l'épreuve. Le 2e étage consiste à vaincre les créatures gardiennes appelées les golems de chair.
Ces choses sont répugnantes et Socini domine les concurrents avec leur carrure robuste. Normalement, à ce niveau, les survivants coopèrent pour battre le boss du deuxième étage. Sauf qu'il y a un problème. Notre garçon les a tous éliminés. Maintenant, il a un combat en 1 contre 1 avec Gorlock, le destructeur. Contrairement aux règles du premier niveau, notre garçon peut ouvertement utiliser toutes les formes de magie à ce niveau. Il ne pourra toujours pas utiliser d'artefacts, mais ce ne sera pas nécessaire de toute façon. Le golem est à quelques minutes d'écraser notre garçon pendant que le jeune maître a l'intention de tester les limites du 3e cercle qu'il a récemment acquis. Un seul coup de poing anéantit l'arène et le vilain golem sourit de sa victoire. Mais alors une prise de conscience horrible l'envahit alors que ses mains sont brûlées par des flammes violacées. Le golem est confus tandis que le jeune maître de 10 ans déchaîne sa nouvelle capacité, la décomposition accélérée. Le duc et Aerys sont tous deux surpris par la décision de Dale. Par exemple, il aurait pu facilement détruire le bras du golem au lieu de le laisser pourrir. Intériorisant ses pensées, Dale révèle que lorsqu'il combattait des monstres, en tant que le héros Hanung, sa stratégie principale pour les vaincre s'appelait la guerre biochimique. Avec le temps, la créature est vite réduite à une flaque de restes décomposés. Le goulom est fichu même avec un simple point de contact. Cette même guerre biochimique était maintenant une partie importante de son arsenal de magie noire. Bref, Dale finit par pulvériser l'examen battant les 10 niveaux, et établissant un nouveau record. On lui a ensuite accordé 4 jours de repos jusqu'à la 11e épreuve. À part lui, le reste des perdants qui ont participé aux compétitions devaient maintenant subir une procédure de rattrapage. Les 59 candidates pouvaient y participer pour regagner leur place. Le soir même, Dale se retrouve à fixer la fontaine lorsque sa professeure Sophia arrive de nulle part, le félicitant pour sa superbe performance. Il lui attribue le mérite de son propre succès. Une confession qui la rend très fière. Mais regardez-moi le culot monstre de ce gamin. Il a l'audace d'inviter sa propre professeure à un rendez-vous galant. L'elfe est intimidé par le charisme de notre gars. En réalité, il voulait simplement aller au festival de la ville avec elle. Sophia accepte la demande pendant qu'il exulte de joie. Ses joues sont roses à cause de la façon dont il l'a invitée. Pourtant, elle se demande si le petit garçon a la moindre idée de ce qu'est un rendez-vous galant. En réalité, le gars rit intérieurement, sachant qu'il a joué avec ses nerfs. Direction le festival dans la Cité des Morts. Sophia et Dale se promènent ensemble. Le jeune maître semble aller bien même après son épreuve ardue. Il profite des 3 jours de repos qu'il a gagnés aussi. Après avoir marché un peu en silence, Dale et Sophia admirent la magnifique pleine lune. D'ailleurs, dans la culture japonaise, dire que la lune est belle est considéré comme une façon de dire « je t'aime ». Bref, le jeune maître a du mal à lancer la conversation avec sa professeure et en même temps il se sent à l'aise. Il s'est toujours senti en sécurité avec elle. C'est la seule personne qui lui a fait confiance depuis le tout début. Une partie de lui aspirait même à se rapprocher d'elle. Je ne sais pas pour vous les gars, mais punaise, ça prend d'une tournure inattendue. Avant que Dale ne dépasse le stade de son 3e cercle, il a médité sur les conseils de sa professeure pour affronter son monde intérieur. La seule façon de dépasser ses limites était d'aller au-delà des limites du débordement de mana de son 2e cercle. Ce n'est qu'après avoir enduré la douleur de la fureur du mana qu'il pourrait enfin accéder au pouvoir du 3e. Mais cela est aussi devenu un énorme obstacle pour notre gars. Il se souvenait toujours de la morsure de la trahison, mais il s'est ensuite retrouvé transporté dans un espace vide d'un blanc glacial. Hansong faisait l'expérience de son véritable monde intérieur en méditation, un monde de prise de conscience où il devait affronter ses peurs. Son monde intérieur a toujours manqué de substance, un domaine vide où personne ne pouvait l'aider. Sophia est devenue la première personne à vraiment se connecter à lui à un niveau plus profond. Le gars la qualifie carrément de lumière de son monde. Le charisme d'un gamin de 10 ans fait des ravages ici. Dans un retournement de situation choquant, Dale avoue ses sentiments à sa maîtresse. Ouais, contrairement à toutes ces histoires bidons où les protagonistes mettent une éternité à avouer leurs sentiments, ce gamine l'a fait en un seul chapitre. Sophia est sérieusement effrayée par l'implication de ses paroles, mais ce garçon va jusqu'au bout. Le gars répète ces mots, soulignant qu'il l'aime vraiment. D'une certaine manière, l'elfe le prend comme un acte d'affection et l'étreint. C'est l'amour d'un élève pour sa professeure, alors elle lui rend ses sentiments de la même manière. C'est drôle parce que dans sa tête, notre gars adore les codes de triche de sa seconde vie. Au fil des jours, la période de repos a pris fin. Dale est arrivé à la 11e épreuve, tout essoufflé, le puzzle. Le plus drôle, c'est que cet homme était vraiment sérieux quand il a dit qu'il l'aimait dans un sens vraiment romantique. Ça l'énerve qu'elle l'ait pris pour une confession d'enfant. Dale se concentre sur l'épreuve et met sa vie amoureuse de côté pour plus tard. Cette fois, il s'agit d'un combat en 1 contre 1. L'adversaire du jeune maître est un mage du 3e cercle, Albert Rosenheim, et il n'a pas l'intention de retenir ses coups pour un enfant.
Le meilleur dans cette étape, c'est qu'elle autorise l'utilisation d'artefacts et même de stratégies de mage. Le collier ne garantira la sécurité de personne cette fois non plus. Avec toutes les restrictions levées, notre gars a l'intention d'écraser quiconque se dressera devant lui. Le duel commence et à l'instant même où il débute, Albert déclenche une explosion à bout portant. Il rappelle au jeune maître qu'il n'est pas un amateur comme tous les autres qu'il a affrontés. Sa prochaine attaque s'appelle la Flèche Sombre, ce qui me rappelle d'ailleurs la porte de Babylone de Gilgamesh de la franchise Fate. Notre Garz est indemne soit dit en passant, tout ça grâce à sa cape sophistiquée. Mais les flèches pourraient poser un vrai problème. Albert lâche ses flèches comme des bombes à fragmentation explosive dévastant l'arène. Pendant ce temps, Dale s'élance pour toutes les esquiver, prenant assez de distance pour éviter les dégâts. Le truc, c'est que ce type a clairement violé les règles en lançant sa première attaque à la seconde où le duel a commencé. Mais le fait que ni Aerys ni aucun autre juge ne soit intervenu suggère qu'ils sont en fait intéressés à découvrir la force du jeune maître. C'est en partie la raison pour laquelle il déteste ses mages au plus haut point. Albert aime prendre le contrôle et agit comme Tewang Jinwoo, invoquant ses créations de morcement vivant. Le gars se lance dans un monologue ténébreux, agissant comme s'il avait invoqué Barou ou quelque chose du genre. Même Dale est mal à l'aise à cette simple annonce. En même temps, ce type n'est pas une blague. Ses soldats sont plus rapides, eux aussi acculant Dale avec leurs attaques, se faisant passer pour un méchant d'animé cliché ridicule et de troisième zone. Albert aime forcer Dale à esquiver constamment sans pouvoir riposter. Cependant, notre gars utilise en fait certains de ses sorts au bon moment, mettant à terre les 3 soldats d'un seul coup. Albert, peu impressionné, se moque du gamin en le traitant de nul. Il avait déjà placé un piège secret à l'intérieur de ces zombies, un sort connu sous le nom d'explosion mortelle. Les mêmes soldats ont explosé dans une force violette, projetant le jeune maître au loin. Cet adulte se vante de sa victoire ridicule sur un enfant de 10 ans. Ses attentes sont vite douchées quand il remarque que Dale a complètement disparu. Seule sa voix se fait entendre, une voix qui le qualifie de pathétique pour avoir triché contre un enfant. Impuissant, il cherche partout pour le trouver. Dale s'échappe dans les ombres, réapparaissant par derrière, commentant l'état de confusion d'Albert. Il félicite même le mage du 3e cercle pour son attaque sournoise cachée à laquelle Dale a échappé, utilisant sa transformation spectrale. Notre gars déclare avec confiance qu'une tactique aussi sournoise ne suffira pas à le battre. Quant à Albert, il est déjà piégé dans des lianes d'ombre, prêtes à se régaler de sa chair. Elle supplie Dale de leur donner la permission de le dévorer, pendant que le jeune maître observe avec un sourire aux lèvres. L'entité des ténèbres se manifeste avec d'énormes dents béantes après avoir obtenu la permission de manger. Les spectateurs sont horrifiés en voyant la créature empêtrer Albert dans ses lianes avant de s'acharner violemment sur son corps. Suppliant d'être épargné, Albert est libéré après sa défaite. Une fois mis hors de combat, Dale est officiellement déclaré vainqueur du duel. Il quitte l'arène attendant avec curiosité son prochain adversaire. Ses concurrents sont tellement terrifiés qu'ils abandonnent immédiatement. À partir du 3e round et au-delà, Dale a remporté des victoires faciles sans même avoir à se battre. Tous se sont retirés de leur combat, à l'exception d'un dernier affrontement. Pendant l'épreuve, le jeune maître a perfectionné sa maîtrise des 3 cercles magiques. Au moment où il a atteint le niveau 20, il a enfin rencontré un adversaire impressionnant. Voici le mort-vivant le plus imposant de la planète, le chevalier sans tête. Cette créature est en fait une création de l'un des anciens de la tour. C'est une créature puissante, différente de tout ce que notre garçon a affronté auparavant. En fait, il est présenté comme un adversaire que même le jeune maître ne peut vaincre. Dale adorait les surprises et les rebondissements. Il attend donc de voir ce qui va se passer. Sa maîtrise des ténèbres, son contrôle dominant des ténèbres intimide tout le monde. Le même chevalier sans tête qui a tenté de le défier est maintenant agenouillé pour servir son nouveau maître. Le gars s'est soumis sans même la moindre pression. Le jeune maître a vu le chevalier tourmenté dans son monde intérieur. Une épée se tord dans sa poitrine alors que le chevalier met instantanément fin à ses jours. Le combat est terminé. Le chevalier ne pouvait littéralement pas supporter de trahir son ancien maître, alors il a mis fin à ses jours. Dale prend tellement de plaisir à la scène actuelle qu'il a complètement oublié les réactions de ceux qui l'entourent. Ces gens sont restés sans voix. Ils n'avaient jamais vu une créature des ténèbres se comporter de la sorte. C'était la confirmation directe que le garçon de 10 ans avait une force comparable à celle d'un ancien de la tour. Dale marche avec fierté, s'étant prouvé aux yeux des autres. Pendant qu'il retourne sur ses pas, les autres se demandent quel sera son prochain coup. S'il rebrousse chemin maintenant, cela signifie qu'il ne pourra pas monter plus haut. Mais en réalité, le jeune maître ne veut pas du tout aller jusqu'au bout de l'épreuve.
Il a déjà atteint son objectif, et s'il dépassait ce niveau, il mettrait sa vie en danger face à des monstres terrifiants. L'épreuve s'est donc finalement terminée. À sa sortie, le duc saxon et son fils ont marché avec le peuple, montrant une respect suprême. Les mages ont traité le garçon comme leur égal, et grâce à ces résultats écrasants, l'existence de Dale a commencé à unir les territoires du Nord. Dans d'autres parties du duché, un chevalier est en train de massacrer des monstres. La cavalerie se bat de toutes ses forces de le jeune maître. Juste après avoir terminé l'épreuve de la tour, Dal s'est vu confier le commandement d'une escouade d'extermination d'orques. C'était considéré comme une tâche complexe et bien au-delà des capacités d'un enfant de 10 ans. Mais personne n'a jamais douté de ce gamin, pas même une seule fois. Il le voyait comme l'héritier légitime, celui qui a réunifié la force du Nord. Le gars se la joue Jon Snow ou un truc du genre. Après la mission, Dale retourne voir son père, révélant qu'ils avaient massacré près de 150 orques. Quant aux pertes subies, il n'y en a eu aucune à l'exception de blessures légères. Bogled le duc demande si le garçon a utilisé la magie pour les aider, mais Dale nie en avoir fait usage. Au lieu de cela, il attribue le mérite à la cavalerie pour avoir vaincu les monstres avec leurs épées. Fier, le duc félicite son fils, tandis que le commandant Helmet est sérieusement impressionné par la capacité du garçon de 10 ans à commander ses propres troupes. En réalité, c'est Home qui a véritablement formé le garçon à la stratégie militaire et à l'escrime. Ainsi, le jeune maître apprenait véritablement auprès de la crème de la crème. Home comprit qu'il ne tarderait pas à mener de véritables guerres territoriales. L'idée de ces guerres excitait Dale, qui désirait un nouveau défi. Cela fait un moment, alors revenons sur les progrès de Charlotte, qui est plus rapide que jamais pour affronter notre garçon. Les coups précis de la magneuse de rapière sont plus difficiles à esquiver, mais Dale saisit ses chances de riposter. Elle se défend toujours correctement, tandis que Dale la submerge d'une rafale d'attaque. Même pendant sa charge la plus directe, son coup d'estoc soudain le surprend. Les compétences de combat de Charlotte se sont améliorées rapidement, mais elle se sentait toujours inférieure à lui. Il est actuellement un mage du 3e cercle, quelqu'un qui a même dépassé le 20e étage de la tour. Les gens vantaient les exploits du jeune maître au point que même Charlotte était fatiguée d'entendre parler de lui, d'Alry, et assure à la jeune dame blonde que son heure viendra, qu'elle essaie destinée à devenir plus forte. En fait, elle était déjà impressionnée par lui par rapport à un enfant normal de 10 ans. Charlotte a pris cela pour une remarque humiliante et n'a pas apprécié qu'il la traite comme une enfant. De façon assez drôle, Dale lui avoue qu'il est déjà un adulte, ce qu'elle prend pour une simple blague. Après l'entraînement, notre garçon s'assoit à table en face de son oncle. Sir Home lui enseigne une nouvelle tactique appelée le marteau et l'enclume. Durant une bataille entre deux armées, l'objectif de la cavalerie était de percer les lignes ennemies afin de les prendre en tenaille. L'infanterie dans ce cas fixe l'ennemi. La tactique du marteau et de l'enclume tire son nom du fait qu'elle dépend fortement de la puissance offensive de la cavalerie. Pendant ce temps, Dale prend conscience des similitudes de la guerre entre les deux mondes. Interrompant leur leçon, le jeune maître demande où en est l'entraînement de Charlotte. Le chevalier prend un moment pour réfléchir à sa réponse. Même si elle n'arrive pas à la cheville du talent de Dale, elle est en soi une force sur laquelle il faut compter. Maintenant que ses bases sont solides, elle est en bonne voie pour maîtriser la culture de l'aura. Mais il y a une préoccupation majeure dans tout ça. Dal sait déjà de quoi son oncle veut parler. C'est lié au style de combat à la rapière de Charlotte comparé à leur propre escrime de cavalerie. Voyez-vous, les mages sont censés perfectionner des cercles magiques, mais les chevaliers se perfectionnent grâce à des techniques de culture et à l'aura. Les mages créent des tours de magie. Les chevaliers forment des ordres en transmettant leurs techniques. La cavalerie noire de noir peut être comparée à des chars de guerre. Leur style de combat principal consiste à écraser les forces ennemies sur n'importe quel champ de bataille, reposant lourdement sur la puissance brute. C'est là le problème, car la technique d'escrime de la jeune fille repose sur la vitesse et non sur la force. Son escrime est souple et libre, mais grâce à son talent, elle pourrait se hisser au rang des 7 maîtres épéistes, mais elle n'ira pas beaucoup plus loin. Elle ne pourra jamais se mesurer au calibre de la première épée, l'homme le plus fort ayant jamais manié une épée, le chevalier divin Bardel, en personne le père de Charlotte. Malheureusement, l'art perdu de l'épée florale n'est plus avec eux. Il a été perdu lors de la chute de la Nation de la Nuit durant la guerre. Dal se demande si cet art a vraiment disparu de ce monde. Après cette discussion, l'entraînement du jeune maître a gagné en difficulté. Il devait jongler avec de multiples responsabilités et sa réputation s'est améliorée grâce à cela. Finalement, l'heure cruciale était venue pour lui de démontrer les fruits de ses progrès. Un jour, le duc apprend l'existence d'une invitation à une guerre territoriale de la part du baron de Parker.
Le noble veut contester une partie des mines du Duc Noir. Dale sait que les frontières de ce monde sont pratiquement floues, contrairement au monde moderne auquel nous sommes habitués. En même temps, le fait qu'un noble de bas rang décide de défier un noble de haut rang lui semblait insensé. Mais il y a aussi un secret derrière tout ça. Le comte Brandenburg a en fait pris le parti du baron de Parker. Il a même envoyé une lettre insultante déclarant qu'il aiderait le duc s'il cédait une partie des profits de la mine. Dale est à la fois agacé et ravi que cet idiot n'ait pas encore oublié l'humiliation que son père lui a infligée ce jour-là. Le jeune maître est ravi de pouvoir à nouveau rafraîchir la mémoire de Brandenburg. Depuis le jour de son humiliation, Brandenburg avait eu du mal à la digérer. Alors, à la place, il a choisi de régler l'affaire en utilisant un autre noble de bas rang en conflit avec le duc dégoûté. Le jeune maître se porte volontaire pour commander cette bataille à la tête des chevaliers, mais il se heurte au refus immédiat de son père. Le duc pense que le garçon est beaucoup trop inexpérimenté pour ce combat. En fait, il gronde même Dale pour avoir dit des bêtises, car un conflit entre humains est bien différent d'un combat contre des monstres. Ensuite, le duc assure au baron Ceinture Verte qu'il offrira sa protection à son territoire. Quoi qu'il en soit, notre garçon est attristé par ce refus. Plus tard dans la journée, il s'épuise devant Sir Casque, se demandant pourquoi son père le croit incapable de gérer une telle mission. Casque lui conseille de ne pas prêter attention aux paroles du duc, car il doit avoir ses propres raisons d'agir ainsi. À part ça, le commandant des chevaliers a apporté un cadeau pour le garçon. C'est un échiquier. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de créer le prochain Magnus Carlsen. Ce qui est amusant, c'est que ce jeu est différent du jeu d'échecs que Dale connaissait dans son monde précédent. Il est appelé jeu de guerre et il est lié aux stratégies et aux véritables tactiques militaires. Casque sait qu'il comporte un tas de règles compliquées. Il a l'intention de les enseigner toutes aux garçons, mais le jeune maître s'en empare rapidement et s'enfuit. L'humeur de Dale passe de la tristesse à l'excitation. Il apporte le plateau à son père. Son objectif est de l'affronter dans un jeu de stratégie, et si Dale gagne, il dirigera la guerre territoriale pour leur famille. Le garçon se montre rebelle, même après que le duc lui a dit de rester en dehors de cette affaire. Dale soutient que la guerre est un affrontement d'esprit plutôt qu'une épreuve de force. C'est pourquoi il veut que son père l'évalue en profondeur au cours d'une seule partie. L'invitation est audacieuse. Sir Casque intervient pour tenter de calmer la situation. Mais le duc l'arrête soudainement. Il accepte le défi de Dale, ce qui fait sourire ce dernier, et si son fils perd, il ne participera pas à la guerre. La partie de stratégie entre les deux commence, Casque les regarde échanger des coups l'un contre l'autre. Son visage se décompose littéralement sous le choc en voyant la victoire finale de Dale qui a acculé le duc dans le jeu. Même si le duc s'était en fait handicapé avec certaines de ses pièces, il est assez impressionnant que Dale ait réussi à gagner 2 parties contre son père. Maintenant qu'il a gagné, le jeune maître obtient le droit de participer à la guerre territoriale. Il révèle même qu'il a appris le jeu il y a de nombreuses années en l'étudiant dans une bibliothèque. Mais c'était un pur mensonge. Dale n'en savait pas un traître mot, mais c'était la seule façon pour lui de sauver la situation sans paraître étrange. Suite à sa défaite, le duc a l'intention de tenir sa promesse récompensant son fils avec le contrôle total des chevaliers pour le combat à venir. Même Sir Helmet pense que c'est trop. Malgré le résultat, le père de Dale lui rappelle qu'il n'acceptera pas la perspective d'une défaite. C'est pourquoi il demande à son fils, une dernière fois, s'il est vraiment prêt à affronter la guerre imminente. Le jeune maître assure haut et fort qu'il prouvera ses dires. Son père attend de grands progrès de sa part. Le temps passe et nous arrivons dans les quartiers du comte Brandenburg. Il hurle à plein poumon après avoir appris que le jeune maître dirigera les chevaliers de sa maison. C'est là que nous découvrons son fils, qui est un parfait crétin alcoolique. Ce type est d'une bêtise affligeante. En tant que fils aîné de Brandenburg, il assure à son père la victoire contre le morveux de Saxonne. Frappant du poing sur la table, le comte grondait son bon à rien de fils, lui disant que ce gamin est bien plus qu'un morveux de 10 ans. En fait, c'est un monstre qui dépasse de loin un idiot de son espèce. Brandenburg bouillonne intérieurement, regrettant son incapacité à s'assurer de Charlotte plus tôt. Il met cependant son fils à la tête des chevaliers pour la bataille à venir. Chose assez drôle. Il rappelle également à Philippe qu'il ne participera pas lui-même au combat. Le vrai chef sera Sir Milvas en coulisses. Le seul rôle pathétique de Philippe sera de rester là à faire joli. Ceci réglé, il ordonne à Sir Milvas d'emmener son fils Keignard. Brandenburg voulait vraiment participer personnellement à cette bataille, mais il ne pouvait pas laisser le monde le voir démolir un enfant sur le champ de bataille. Il sait pertinemment que le duc saxon a concocté cette stratégie pour une bonne raison. Quelques jours de plus passèrent, et nous arrivâmes sur le territoire du baron Greenbelt. Ce type a l'air d'avoir vu un fantôme. C'est parce que son sauveur est arrivé sous la forme du jeune maître, au lieu de l'aide que son père leur avait promise. Certains des chevaliers du baron se demandent de manière insultante
si le garçon est capable de manier une épée. Le baron Greenbelt dissipe ses craintes en riant, saluant le jeune maître comme il se doit. Mais au fond de lui, il fait dans son pantalon, terrifié que son salut ne soit qu'un simple enfant à la tête d'un ordre de chevalier. Greenbelt invite le garçon à l'intérieur, mais le gamin refuse une telle offre. Greenbelt est abasourdi par ce refus, alors que le jeune maître lève son épée et la place contre le cou du baron. Dale déclare qu'il veut inspecter personnellement la force des troupes de Greenbelt au préalable. Alors il demande avec insolence un duel avec les plus forts soldats sous ses ordres. La voix d'un homme s'élève du groupe. Un guerrier aux cheveux roux se vante avec arrogance de son palmarès de duel invaincu, mais intérieurement il meurt d'envie de donner une leçon d'humilité au gamin. Dale lui lance un regard noir, retire son épée du cou du baron et admet que les soldats de Greenbelt sous-estiment gravement sa force. Le jeune maître comprend qu'il réagisse ainsi parce qu'un combat important a été confié à un petit enfant. Plantant son épée, Dale accuse ouvertement les soldats d'être faibles. Tout comme ils ont leurs propres soupçons, lui aussi en a. La seule façon de dissiper leurs inquiétudes est par un combat. Et notre garçon meurt d'envie d'affronter ce soi-disant chevalier le plus fort alors qu'il est clair comme de l'eau de roche que ce même type est complètement ivre. Ces paroles blessent l'orgueil de l'homme. Alors il dégaine rapidement son épée pour relever le défi du garçon. Avoc de Greenbelt a l'intention de se battre pour l'honneur de son baron, ce qui est l'invitation parfaite pour Dale, quelques secondes après qu'il se soit préparé pour leur duel. Dale se demande si son adversaire a entendu des rumeurs sur sa force au combat. Étonnamment, Avoc admet qu'il connaît déjà les capacités du jeune maître. Mais c'est là que ça devient intéressant, car notre garçon se demande pourquoi ce type est si confiant au départ. Il soupçonne que ce type a une arme secrète dans sa manche. Avoc se lance à la vitesse de la lumière, se heurtant à l'épée de Dale. À sa grande surprise, il est bloqué par une défense d'ombre. Le chevalier passe directement à l'offensive en premier, tandis que Dale est forcé d'esquiver. Dès les premiers coups, notre garçon ne sent absolument aucune aura émanée de l'arme de ce type. Mais c'est normal car peu de chevaliers sont capables d'utiliser ce genre de pouvoir à la base. En même temps, Dale veut riposter de toutes ses forces. Alors, il invoque le pouvoir des ombres, enveloppant le chevalier dans un champ de noirceur. Avoc est surpris, mais ses réflexes rapides lui permettent de trancher les lianes. Il est dans une position où il ne peut pas se concentrer sur Dale à cause des capacités de son artefact. Le jeune maître continue son assaut avec d'autres sorts de magie noire. Ce qui est décevant, c'est que les capacités de ce type sont en fait médiocres jusqu'à présent. Mais alors quelque chose de fou se produit. Avoc s'évanouit. Le gars est littéralement au sol épuisé. C'est Dale qui est terrifié maintenant, incapable de croire que le chevalier le plus fort soit si terriblement faible. Le baron Greenbelt crie sur notre garçon pour avoir éliminé un chevalier de niveau élite juste avant le début de la bataille. Mais cette remarque même met notre garçon hors de lui. Dale se demande si ce clown a la moindre idée de la gravité de sa situation actuelle. À leur niveau actuel. Ils ne peuvent même pas être efficaces dans le combat à venir. Ils se demandent si Greenbelt va rester les bras croisés sans rien faire. Le jeune maître ne peut même pas supporter qu'un chevalier d'élite puisse être si faible, remarquant même que la maison Saxon a juré de protéger les autres. Mais que cela ne signifie pas qu'ils doivent négliger leurs propres responsabilités. Avec cette révélation, il déclare que les chevaliers de sa famille remplaceront les forces de Greenbelt. Il a maintenant un choix à faire. Le baron peut soit le suivre, soit choisir sa propre destruction. Le reste des chevaliers s'est rapidement mis à genoux, jurant fidélité au commandement de Dale. Dans la scène suivante, nous retournons à la maison Saxon. Dame Helena est morte d'inquiétude pour la sécurité de son enfant, tandis que le duc l'assure que tout ira bien grâce à leur fils talentueux. L'avenir de Dale semble si brillant que le duc peut déjà garantir son succès futur. Le gars pense que son enfant va dominer le monde, mais actuellement, le gamin a un mal de tête, de niveau 9000. Il pensait que les gens en dehors du duché seraient aussi brillants que lui, mais il s'avère que ce ne sont qu'une bande de mauviettes. Et puis il y a le saint chevalier qui connaissait très certainement l'état de la baronnie de Greenbelt et l'a intentionnellement suggéré comme cible. Le lendemain, monsieur le chevalier d'élite Avoc porte un rocher gigantesque suppliant d'arrêter l'entraînement. Mais les chevaliers de noir n'ont pas encore terminé. Ils forgent ces mauviettes pour en faire des soldats compétents pour la bataille à venir. Avoc est une telle chiffe molle qu'il se plaint sans cesse. Dale ordonne à Surveille de se concentrer sur la formation de ses clowns en reprenant tout depuis le début. Il veut aussi qu'un messager se rende dans la baronnie de Perker pour faire avancer les négociations. En réalité, Dale n'est pas intéressé par des conditions de paix de dernière minute. C'est juste qu'une partie de lui meurt d'envie de voir la salle, Gull de Brandenberg avant là.